Très bien, on va commencer. Merci à vous d'être là. Cette deuxième année du séminaire avec le Collège international de philosophie où je suis directeur de programme pour 6 années. Et l'objectif de ce séminaire, de cette recherche, c'est de constituer une philosophie critique de l'innovation. Et à ce titre-là, nous avons une première année plus exactement pour essayer de comprendre les termes, et je vais la résumer dans un instant. Et cette année, on est plus particulièrement sur les critiques de l'innovation. Et je vais l'expliquer. Donc aujourd'hui, on va avoir 3 axes. Le premier, ce sera effectivement plutôt un résumé de ce que l'on s'est dit la première année. Comment finalement les enjeux d'innovation et de responsabilité sont clés pour établir la critique. Puis une lecture relativement courte de ce qu'est une critique. Donc j'essaierai d'élaborer ici avec vous ce que ce sera. Et la deuxième partie se fera avec notre premier invité de l'année. Il y a 3 invités cette année. Et le premier invité est François Jarige. Et nous aurons la chance de l'entendre en deuxième partie. À chaque fois, on pourra effectivement articuler la façon avec laquelle nous pouvons interagir en questions-réponses à la fois à la fin de ma première partie et puis à la fin de la sienne. Les enseignements de la première année. Donc, ce résumé que l'on pourrait avoir ou que l'on pourrait élaborer à partir de la première année. La critique de l'innovation par la philosophie est quelque chose de plutôt singulier. Et plutôt singulier car si le progrès, la technique ont été abordés par des philosophes depuis des siècles ou encore récemment, et ce sera évidemment l'enjeu ici, notamment je pense à Simondon, je pense à Ellul, Guédon par exemple, ces dimensions ne relèvent pas vraiment de l'innovation. L'innovation est donc plutôt un thème nouveau pour la philosophie, qui s'est surtout attelé à la question de la technique, à la question du progrès. Au début de notre séminaire l'an passé, nous avons tenté de dessiner un appareil conceptuel à partir de 2 axes, pour justement élaborer cette critique. À la fois la responsabilité d'un côté, de l'autre, la spiritualité. Autrement dit, comment comprendre ce qui est responsable pour l'innovation, ce qui est innovant et l'innovateur d'autre part. Et dans quelle mesure cela touche aux questions spirituelles, une approche spirituelle ontologique de l'homme en tant qu'homme, c'est-à-dire face aux innovations auxquelles il peut se confronter ou alors celles qu'il peut développer lui-même. En nous appuyant sur un dispositif de philosophie et de philosophes, nous aidant à définir et conceptualiser ces 2 axes, nous avons donc essayé d'évoluer sur une ligne de crête dans une dimension à la fois éthique, sécularisée bien sûr, il ne s'agit pas de comprendre la spiritualité dans un sens religieux, qui cherche néanmoins une responsabilité spiritualisée, nous avions notamment convoqué Fauconnet à ce moment-là, pour l'innovation, et une spiritualité responsable pour l'innovateur. Cette proposition que j'ai faite avec vous l'an passé est inédite, toujours dans ses balbutiements, et doit permettre d'envisager des dispositifs autour des exercices spirituels pour veiller à élever la conscience de celui qui innove. Face à ce qu'il fait, pourquoi est-ce qu'il fait ce qu'il fait, comment prendre soin d'autrui et se préparer in fine dans une sorte de conversion dans un autre type d'innovateur. Convertir l'innovateur est peut-être le but final de cette critique. Nous avons alors décidé de retracer rapidement l'histoire de l'innovation. Et c'est ce pourquoi ce soir je voulais revenir dessus, pour qu'on soit tous assurés de bien comprendre ces enjeux-là, en tenant compte évidemment des termes pouvant s'approcher du mot tel que nous l'entendons dans l'espace contemporain, mais évidemment c'est s'approcher seulement. Ainsi, la première des questions que l'on s'est posée, c'est dans quelle mesure la notion d'innovation ne commence pas avec la notion de kétonomia, avec Xénophon. Et la notion de kétonomia pour indiquer des changements dans les stratégies. Donc on est plus de 300 avant Jésus-Christ ici. Xénophon est connu pour la biographie qu'il a fait de Socrate, mais Xénophon est aussi un stratège. Et il avait travaillé sur cette notion de kétonomia pour montrer des changements dans les stratégies, des conseils pour améliorer la productivité également, notamment, j'avais expliqué en détail, dans les mines du Laurion, qui se situent à peu près à 200 km au sud d'Athènes. Dans l'Antiquité tardive, c'est Plutarque
qui fait des usages de concepts qui renvoient à l'innovation et l'emploi de manière plutôt positive, avec des superlatifs lorsqu'il évoque les grandes innovations et changements dans le gouvernement de la cité du Romain Sylla. Cependant, il n'existe pas dans l'Antiquité une théorie de l'innovation, ainsi que nous pourrions l'entendre. Pour les Grecs, le terme est employé dans le but de marquer la déviance. Ce n'est pas négligeable parce qu'encore aujourd'hui, lorsque l'on va parler des innovateurs, on va aussi qualifier parfois de déviants par rapport à ce qu'ils peuvent faire. Marquer la déviance autant que l'action. L'innovation, c'est ce qui constitue un changement de l'ordre établi. L'innovation semble alors revêtir deux significations. Un, l'introduction d'une nouveauté, et cela renvoie à la création d'un nouveau terme, par exemple un nouveau mot. Ça peut être des nouvelles formes de jeu, de musique, de coutumes pour Platon. Alors le terme innovation, le terme s'en approchant, va effectivement être qualifié de la sorte. Cela évoque aussi la pensée d'Aristote à propos de la communauté de Platon. Ils vivaient tous en communauté, stoïciens, épicuriens, cyniques, platoniciens, aristotéliciens. Aristote qualifie la communauté de Platon de plutôt innovante, dans sa façon avec laquelle il peut y avoir des relations entre les individus. C'est aussi les inventeurs célèbres. À ce moment-là, c'est quelqu'un comme Hippodamos, Hippodamos qui est notamment à l'origine de l'urbanisation du Pirée. La seconde signification à ce moment, c'est l'introduction d'un changement politique ou constitutionnel. Ici, c'est la principale désignation de l'innovation d'Aristote. On note ici évidemment que les termes sont péjoratifs, ce qui n'est pas négligeable parce qu'aujourd'hui encore, l'innovation peut être vue de manière péjorative en fonction du changement que l'innovation va procurer chez les individus. Notamment, et c'est comme ça qu'il se constitue dans l'histoire, à la fois d'un point de vue religieux et politique. Puisqu'il y a une répercussion possiblement politique si je change quelque chose, dans une loi, dans une constitution, ceux qui vont être en charge du pouvoir vont évidemment refuser l'innovation. Je veux garder le pouvoir, je ne vais certainement pas mettre de changement en place. Donc il y a une connotation plutôt subversive. Si ce n'est pas toujours expliqué clairement dans les textes, on a essayé, comme je l'ai dit tout à l'heure très rapidement, d'essayer de déceler des enjeux concernant, quand on regarde l'innovation, est-ce qu'on peut être responsable et spirituel à l'époque de l'Antiquité. Alors ça peut être l'absence complète de responsabilité. Les mines de l'Orient, j'avais expliqué que c'est l'usage d'esclaves, notamment, qui vont être utilisés pour changer les stratégies. Ça peut être une augmentation donc, de productivité. D'un autre côté, on avait plutôt regardé Aristophane. Et Aristophane avait mis en scène, notamment dans les nuées, la façon avec laquelle les femmes vont provoquer des changements constitutionnels, des changements de règles, des changements de lois, et notamment, pour les femmes, quelle possibilité pour elles d'exercer plus de pouvoir. Et donc on s'aperçoit ici plus de responsabilité dans l'usage du terme innovation chez Aristophane. Cela peut être aussi chez Hippodamos, l'amélioration de l'urbanisme également, et la responsabilité ou spiritualité qu'on avait pointé du doigt notamment chez Platon. Elles sont cruciales et dépendantes l'une de l'autre lorsqu'on évoque chez Platon la notion d'innovation pour changer les comportements des individus et les faire émerger comme philosophes. Alors, l'enjeu évidemment pour Platon, ça a toujours été viser le bien et le juste. Donc, puisque l'individu ne l'est pas, naturellement tourné vers le bien et le juste, la question est comment mettre en place quelque chose, au contraire, pour se tourner vers le bien et le juste. On est dans l'innovation. Je rappelle qu'innovation, c'est innovare en latin, le changement à l'intérieur, et dans quelle mesure ce changement à l'intérieur permet en effet de constituer un changement chez soi, permettant évidemment de se développer ensuite. Donc avec Platon, il n'y a pas de philosophie sans spiritualité. Il n'y a pas de roi sans philosophie. Il n'y a donc pas de roi sans spiritualité. Et c'est d'ailleurs l'enjeu que Platon appelle de ses vœux les plus chers. C'est donc l'innovation dans le sens de transformation de la personne, au sens de innovo, innovare au sens latin du terme, dans quelle mesure le innovare va provoquer le changement chez l'individu. Platon l'utilise de cette manière-là sur le changement du comportement à adopter, globalement le philosophe roi, globalement se tourner vers le bien et le juste. Après les Grecs, le relais est pris chez les Romains. Et dès l'Antiquité, plutôt tardive, on est avec Lucrèce. L'Antiquité tardive va nous montrer qu'effectivement ça va être repris chez lui, puis la religion chrétienne,
Et c'est à ce moment-là, dans la religion chrétienne, qu'Innovo va surtout apparaître. Innovo va s'épandre pour être utilisé dans un renouveau de la spiritualité. C'est-à-dire qu'on va chercher à regarder dans quelle mesure ce changement peut avoir lieu, ou pas, ou condamner, ou encourager, et c'est le terme innovo qui va être utilisé. Comme je le disais à l'instant, faut toujours avoir à l'esprit que les pouvoirs en place, qu'ils soient religieux ou politiques, n'ont pas forcément intérêt à ce changement. Synonyme de changement avec innovo, qu'ils ne veulent pas. D'ailleurs, ceux qui vont s'y intéresser, à ce moment-là, je pense à Bacon au XVIe siècle, restent toujours très prudents sur l'usage du terme et rappellent, c'est une phrase importante, que le plus grand innovateur sur lequel nous pouvons nous inspirer est celui du temps, qui change constamment sans que s'en aperçoive. Et ça, c'est le conseil que donne Bacon concernant le changement. Il s'agit de s'approprier et de faire en sorte d'être comme le temps, qui change constamment sans que l'on s'en aperçoive. On a noté ensuite que dans l'Antiquité tardive, à l'espace contemporain, il n'est pas vraiment possible de déceler cette présence claire de la responsabilité et de la spiritualité qui nous anime. Et cela s'explique. L'innovation est d'ordre politique et ou religieux, doit rester sous contrôle. Et donc elle est effectivement limitée, au risque sinon qu'elle s'émancipe. Si elle s'émancipe, on peut évidemment créer, je vais dire rapidement, tout et n'importe quoi. En tout cas, pas de manière contrôlée. D'ailleurs, Édouard VI, que j'avais mentionné l'an passé, avait noté une proclamation en ce sens pour interdire cette notion d'innovation. Et il faut se rendre compte que cette notion-là va être utilisée dans une transformation ou dans un paradigme religieux avec la question de la réforme, par exemple. Si l'innovation ne prend pied ni dans la politique ni dans la religion, elle va donc s'étendre ailleurs. Elle va s'étendre ailleurs, justement, dans l'espace contemporain, donc on a tracé toute cette partie, sur des terrains qui sont ceux de la science, ceux de l'économie, ceux du commerce, ceux de la recherche et du développement. Et cela concorde pour l'innovation à un contexte particulièrement favorable. D'un côté, on a une disparition de la royauté, pas complètement, mais qui de toute façon s'efface. On a d'autre part une montée de nouveaux systèmes politiques qui sont concomitants. Et celle-ci, la politique, trouvera désormais un intérêt partial à l'innovation économique, parce qu'elle va être évidemment source de croissance, source de possible création d'emplois, source d'une sorte de, je mets entre guillemets, de bien-être, de plaisir, qui va pouvoir être trouvé grâce à cela. Tant qu'on a une religion déclinante, on a une royauté déclinante, l'innovation existe toujours, elle ne va pas prendre appui sur ces terrains-là, mais va s'épandre ailleurs. Dès lors, plus de bride pour les innovateurs. Plus de bride, ni politique ni religieuse, en conséquence de quoi une innovation va se débrider avec des usages qui vont être parfois un usage, je le cite parce qu'il est important et souvent pas suffisamment mis en lumière, qui va être utilisé avec une forme que l'on va dire d'imitation, et on s'était arrêté notamment avec Gabriel Tarde. Gabriel Tarde, le sociologue français, qui d'ailleurs va être utilisé par celui qui va être le père contemporain de l'innovation telle qu'on l'entend aujourd'hui, c'est-à-dire quand je suis passé de Ketonomia tout à l'heure à Innovo, désormais on va parler d'innovation, et le père que l'on peut dire économique de l'innovation est Joseph Schumpeter. Plus globalement, dans une atmosphère propice au développement capitaliste et libéraux, appuyé sur des institutions internationales, le salut de tous les maux de la société ne peut se trouver que dans l'innovation. L'innovation, alors, est vue de manière positive. Donc on a quitté le 19e siècle et le 20e siècle, on y arrive. Les innovateurs ne sont alors plus des hérétiques contre lesquels les religieux pouvaient se battre ou les politiques pouvaient se battre en refusant cet aspect, mais au contraire, cette fois-ci, ils vont être simplement les innovateurs qui se distinguent de la masse. S'ils sont déviants, les innovateurs, c'est dans un sens original, un sens marginal, un sens non conformiste. Et les innovateurs vont même avoir une sorte de lettre de noblesse, car ils sont ingénieux, on va les qualifier comme créatifs, entrepreneurs, leaders, agents du changement de la société. C'est globalement l'esprit du XXe siècle, où l'innovation ne va plus avoir les colorations, même si on pouvait en trouver une partie,
telle qu'elle pouvait avoir lieu dans l'Antiquité. Donc on s'est interrogé en demandant si tout était parfait au royaume de l'innovation désormais. Et lorsque nous avions abordé notre dernière séance l'an dernier, on s'était approché plutôt de travaux de Michel Foucault en nous essayant à une tentative de généalogie de l'innovation. C'est alors qu'en nous appuyant sur une historiographie de l'innovation que l'on avait débutée, on a pu souligner en quoi l'innovation dans son passé est ce qui conduit nos manières d'être, nos manières de penser, nos manières de se comporter également, forgées par les innovations. Et celui qui est à l'origine de ça, ce n'est pas vraiment les innovations, c'est l'innovateur. C'est ce pourquoi je parlais de conversion de l'innovateur tout à l'heure. Et c'est l'innovateur qui dirige cela, c'est bien pourquoi l'innovation a longtemps été la chasse gardée, l'outil gardé plutôt, des politiques et des religieux. Ou bien il voulait s'en servir pour provoquer quelque chose, ça peut être un renversement, ou au contraire pour l'interdire, parce qu'il n'aurait pas tiré les bénéfices de cela. En utilisant par exemple la question de l'innovation comme renouvellement de l'âme, ou encore de modification politique. Quand on avait regardé ça, la question de la morale, notamment chez Foucault, on s'était étonné que sa propre généalogie de la morale, chez Foucault, il n'évoque pas explicitement ce moteur de changement qu'est l'innovation. Car c'est ce qui permet la subjectivation, l'assujettissement moral dont finalement nous sommes les destinataires, récipiendaires, parfois même les victimes. Ce qui est vrai, et ça c'est chez Foucault, pour un assujettissement moral des institutions, qui vont effectivement nous dire comment nous comporter avec un assujettissement. Dans quelle mesure l'assujettissement d'aujourd'hui n'est-il pas celui du système libéral, du système capitaliste, et cette fois par l'autre outil qui est celui de l'innovation. Pour le dire autrement, nous sommes rendus sujets par l'innovation, car elle est le seul moyen de changement, mais aussi d'emprise consciente ou non, y compris d'ailleurs parfois pour l'innovateur qui ne se rend pas forcément compte. Dès lors, nous sommes en sein de constitution et de construction sociale, éducation, consommation, relations, et nous devons dans le même temps regarder dans quelle mesure l'innovation nous assujettit, c'est-à-dire qu'est-ce qu'elle veut faire de nous, quelle que soit l'innovation que nous avons. Et elle n'est évidemment pas que technique ou technologique, et ça nous l'avions vu en détail. Elle est politique, elle peut être religieuse, elle peut être morale, elle peut être dans la façon de faire ou de conduire un système. Dans tous les cas, il est, dans une certaine manière, assujetti à un possible dictat de l'innovation. Tout le paradoxe est que l'innovation est aussi le moyen c'est très compliqué à dire, désassujettissement. Il est effectivement l'innovation un moyen de désassujettissement, c'est-à-dire, pour être clair, que nous procédons du même outil. On va utiliser l'outil qui nous a assujettis pour justement soulever la notion de l'arrêt de l'assujettissement, le désassujettissement, et pour cet arrêt-là, on va de nouveau utiliser l'innovation. C'est-à-dire que nous procédons donc du même outil. Et c'est un processus sans fin qui nous fait nous interroger sur notre relation à l'innovation, ou plus exactement, à la conscience que nous avons ou pas, de nous interroger sur le rôle qu'a l'innovation sur notre comportement. Je vais le dire d'une autre manière, c'est comme si nous utilisions la métaphore du judo en utilisant la force de l'autre pour arriver à ses propres fins. Pour arrêter d'être assujettis à l'innovation, nous avons besoin nous-mêmes d'utiliser l'innovation. Si donc cette innovation est un mode de subjectivation, si l'on peut dire que l'innovation nous subjectivise, qu'elle fait de nous ce qu'elle décide de faire, nous avons alors à trouver ces outils pour se désassujettir. Et cela fait partie évidemment de notre critique, comme nous l'avons répété la première année, à partir de dispositifs comme la responsabilité ou comme la spiritualité. C'est-à-dire comment j'exerce la vie de mon esprit à partir de l'innovation qui risque de m'assujettir. Et dans ce cadre-là, je vais pouvoir essayer d'émerger, en tout cas faire émerger ma conscience pour pouvoir le faire. C'est vraisemblablement en rendant compte de ce que l'on fait, en exerçant la vie de l'esprit, que l'on peut imaginer revoir à nouveau frais l'innovation, tant dans son emprise qu'elle produit que ses bienfaits également.
Ainsi, et je conclus la première année avant d'entrer sur l'introduction à la seconde, nous avons entamé notre critique de l'innovation pour la première année entre compréhension et définition. Toutefois, cette histoire n'est pas sans critique, sans opposition. Et dès la fin du XIXe siècle, et même avant, tout au long d'ailleurs aussi du XXe, les voix des critiques ne sont pas très audibles. Elles seront de plus en plus fortes, après les années 70, pour véritablement venir une force d'opposition intellectuelle vis-à-vis. Encore une fois, comme je l'ai dit en introduction, c'est compliqué parce que souvent la critique va être sur la technique, va être sur le progrès, plus que sur l'innovation. Et c'est ce pourquoi on suppose que ce séminaire a un intérêt. Et c'est ce qu'on va voir cette année en utilisant comment l'innovation est accusée à partir d'un certain nombre de penseurs que sont Jacques Ellul, Simondon, Hans Jonas, René Guénon, Henry David Thoreau, et notamment noter les arguments de ces penseurs de la technique, qui généralement soulignent la dépendance à l'homme, la dépendance au système capitaliste, et l'enjeu sera d'observer les points proposés et les mettre en perspective avec la réalité de la définition de l'innovation qui, encore une fois, n'est pas celle de la technique, j'y reviendrai bien plus tard dans le séminaire, n'est pas celle, notamment, du progrès de la même manière. Donc on interrogera ces oppositions, et pour ça, on aura aujourd'hui, qu'est-ce qu'une critique ? La fois prochaine, nous nous arrêterons particulièrement sur qu'est-ce qu'une critique de la technique, à proprement parler. Nous aurons une question sur le progrès ainsi que la compromission de l'homme moderne. On s'interrogera en séance 5 sur l'essence de l'homme est-elle d'innover ? Et enfin, le choix d'un 21e siècle spirituel ou innovant. C'est globalement ce que l'on a vu l'an passé, c'est globalement ce que l'on va voir. Pour cette deuxième partie de mon introduction à cette deuxième année, je vais maintenant m'arrêter sur le thème qui nous habite cette année, qui va nous intéresser, sur qu'est-ce qu'une critique. Et qu'est-ce qu'une critique est le thème que l'on va voir tout au long de ces 6 séances. Et cette dimension-là avait nécessité à être regardée. Cette dimension de la critique, évidemment, souligne plusieurs formes. Celle qui nous intéresse, c'est celle qui est de l'ordre intellectuel, c'est-à-dire la critique qui implique l'examen objectif raisonné auquel on soumet quelqu'un ou quelque chose en vue de discerner ses mérites, ses défauts, ses qualités, ses imperfections. C'est-à-dire que cet ensemble, je commence simplement, est assez large dans la notion d'aborder cette notion de critique, à la fois imperfection, discernement, critique, etc. Et le grec en tant que tel, c'est critiquer. Critiquer avec un cas, cas et deux cas en l'occurrence, critiquer, qui va signifier, critiquer en grec, va signifier la notion de discerner. Et donc ce discernement et cette critique est importante. Discernement qui s'applique aussi bien aux personnes qu'aux choses, aussi bien aux notions qu'aux mots et concepts. Et c'est pourquoi cette forme de critique est bienvenue pour notre propos sur l'innovation. Parce que la notion de discipline d'innovation est à mettre au sens de discernement. Bien sûr la critique, mais bien sûr également ce que l'on peut discerner derrière ce terme, qu'on a déjà abordé un peu plus, mais on sera beaucoup plus en détail cette année. Cependant, lorsqu'on évoque la critique, 2 axes se mettent généralement en œuvre. Un premier axe, c'est celui que je viens d'évoquer. C'est globalement, la critique me permet de discerner. Est-ce que je suis en capacité de discerner quelque chose qui me permet donc, en conclusion, d'avoir une critique sur quelque chose. Le second axe, c'est la critique qui peut être un jugement dit défavorable. Défavorable sur les défauts, sur les imperfections. Tout à l'heure, j'ai rassemblé tout ça. Cette fois-ci, je les dissocie légèrement. Et s'il est clair qu'ici, notre séminaire, dans son ensemble, porte plutôt sur le premier axe, à savoir essayons de discerner les choses, on va essayer aussi, et on va regarder de fait, ce second axe. La critique transcende les frontières disciplinaires. Ce point-là est important parce qu'elle peut être interdisciplinaire, c'est-à-dire que je vais avoir un certain nombre de disciplines qui peuvent se répondre pour pouvoir critiquer. Mais elle est surtout transdisciplinaire. C'est-à-dire
au-delà des disciplines. Je reformule. Lorsque l'on regarde l'innovation, elle va souvent être regardée dans les écoles, par exemple, des sciences du management ou des sciences de l'ingénieur. Dans quelle mesure celles-là, les disciplines de l'ingénieur ou du management, sont-elles appropriées pour forger une critique sur l'innovation? Elles sont disciplinaires à propos de leur thème. L'enjeu, justement, de le regarder de manière transdisciplinaire, c'est de convoquer d'autres types de disciplines permettant de critiquer ces sciences dites de l'ingénieur ou du management, par exemple. Que ce soit pour discerner ou pour porter un jugement défavorable, il s'agit d'aller au-delà donc des disciplines. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de critique disciplinaire. On peut faire une critique de l'innovation en management ou en école d'ingénieur, comme on peut faire une critique de l'art par des artistes. Mais une critique de l'art par des artistes, vous comprenez tout de suite le degré d'expertise ou le type de discernement que l'on peut avoir. Même chose, la critique d'un sport par le même sportif, ou par l'enjeu, à proprement parler, des amateurs de ce sport. On va forcément avoir une réduction de la critique possible. D'où l'enjeu de sortir de ça et de sortir de ces disciplines pour les rendre beaucoup plus transdisciplinaires. Si on reste dans l'interdisciplinarité, si je regarde le football et je regarde le basket, on va être dans l'interdisciplinarité. La question des règles, la question du nombre de joueurs. Par contre, si j'approche la question du sport, du football par exemple, avec un enjeu artistique, je vais forcément avoir une autre perspective dans mon discernement. D'où l'enjeu de sortir de cela, de la critique disciplinaire, sans dire qu'elle est inutile, mais en tout cas de la changer avec un enjeu transdisciplinaire. Cette dimension-là est importante parce que dans l'art, on a effectivement l'expert, on a l'amateur également, qui peuvent évoquer une critique d'un point de vue du discernement. L'amateur d'art peut discerner quelque chose pour mieux comprendre, pour mieux expliquer. Également du point de vue plus négatif, la critique dont on a évoqué. Parce qu'il entend, parce qu'il voit, parce qu'il écoute, parce qu'il comprend, quel va être le plus pertinent? Vous voyez ce que je veux dire? Entre l'amateur d'art qui va critiquer ou le débutant dans l'art qui va également critiquer, lequel sera juste? Évidemment, concernant l'innovation, cela est clé. Si l'on convoque un ingénieur ou par exemple un militant partisan d'une politique de décroissance, le point de vue concernant une innovation, par exemple, d'un nouveau smartphone, si je prends cette idée-là, sera, supposons-le pour le moment, bien différent à partir de leur discipline. Parce que, je dis pour le moment, parce qu'on verra notamment dans les dernières séances que cela pourrait être réconciliable. Il ne s'agit pas donc de se ranger d'un côté ou de l'autre, mais que la critique puisse être dépassée en ce qui concerne le jugement pour pouvoir arriver à la notion de discernement. Autrement dit, la critique ne devrait peut-être jamais être faite uniquement de point de vue disciplinaire, interdisciplinaire ou pluridisciplinaire, mais cette notion de transdiscipline pour combiner des perspectives variées. À ce titre-là, on peut regarder comment l'a défini un Jean Piaget en 70 quand il parle de la transdisciplinarité comme une posture scientifique, donc je regarde la science, ce n'est pas un avis, la transdisciplinarité, de la regarder toujours avec Jean Piaget d'un point de vue intellectuel, dont l'objectif est de comprendre la complexité du monde et du présent. Ça, c'est comment Jean Piaget propose ça. Plus précisément, ensuite, il y a eu cette charte de la transdisciplinarité. Ça, c'est Niculescu qui l'a définie. Et je lis un simple, rapide passage de cette charte. La dignité de l'être humain en tant que citoyen du monde et considère l'éducation comme le chemin authentique vers le développement de l'intuition, de l'imagination, de la sensibilité et du corps. Cette charte repose sur les principes éthiques solides qui postulent que l'économie doit servir l'être humain et non l'inverse. Et ce qui est intéressant pour nous, c'est que ce que l'on va convoquer cette année, en termes de critique, en quoi un Jacques Ellul, par exemple, peut être, à proprement parler, placé pour parler de la technologie, ce qui est moins vrai pour Simondon, on le verra. Mais par exemple, pour Ellul, à l'évidence, il va être dans cette démarche de dire dans quelle mesure cette économie va pouvoir effectivement servir l'humain et pas l'inverse. Ce sera tout à fait vrai lorsqu'on abordera par exemple Ivan Illich, dans lequel il va y avoir cette notion-là, qui n'est pas un technicien à proprement parler, mais qui sera effectivement dans une mesure de la critiquer, dans cette optique de la transdisciplinarité et comment j'aborde une question technique. La critique ne peut s'envisager que comme un processus intellectuel et évaluatif complexe, combinant
Des dimensions parfois qui peuvent être esthétiques, éthiques, parfois qui peuvent être conceptuelles et même contextuelles. Elle va au-delà d'une simple évaluation subjective pour s'inscrire dans un cadre analytique plus large. Je m'explique avec un exemple concret. Le smartphone que j'ai mentionné tout à l'heure, extrêmement polluant dans sa construction, quasiment jamais recyclé, très peu, mais qui résout par exemple une sous-bancarisation en Afrique, qui est également montré en exemple pour une lutte contre la corruption, dans lequel ici, la critique ne peut pas simplement être intellectuelle, l'évaluation complexe va être effectivement de regarder ces ensembles-là. En agissant de la sorte, ce qu'on essaie de faire, c'est établir une critique de la subjectivité. Et une critique de la subjectivité, ce n'est pas la critique au sens péjoratif qu'il existe de la subjectivité. C'est l'idée, au contraire, de dire qu'il faut du discernement de la subjectivité. C'est dépasser un point de vue partiel que nous avons tous. Et le point important, ce n'est pas pour autant que nous n'avons, encore une fois, pas le droit à la subjectivité. Elle fait partie de l'accomplissement de la critique, cette subjectivité. C'est donc plutôt l'accueil de la subjectivité pour la critique. Car si l'objectivité, et disons la raison, est nécessaire dans l'établissement de la critique, sans subjectivité, il n'y a pas de critique. D'autant que la subjectivité, au risque de choquer, est vraie puisqu'elle est. On ne peut pas dire que la subjectivité ne soit pas vraie. Elle est vraie parce qu'elle est en tant que telle. Elle n'est pas bonne ou mauvaise. Elle est, puisqu'il ne peut pas exister de subjectivité fausse, comme je l'ai dit, ce serait une contradiction dans les termes, elle est nécessairement vraie. Et à ce titre, doit être intégrée dans la construction de la critique discernante. À l'évidence, pour être sûr d'être clair, la notion de subjectivité vraie que j'ai va s'inscrire dans un discernement plus large dans lequel on pourra remettre en cause cette subjectivité qui ne sera peut-être pas vraie. Mais je dois en passer par l'acceptation d'abord de cette subjectivité. Ces différentes perspectives permettent d'élaborer une tentative de cadre théorique pour cette année, à savoir que nous aurons de la subjectivité comme de l'objectivité scientifique, ça fait partie de la charte, et nous tenterons le discernement pour établir une critique que l'on va espérer rigoureuse. Si le cadre est théorique, car il nous permet de nous guider dans le discernement, autrement dit, on ne peut pas rejeter en disant « mais non, c'est de la subjectivité ». On essaie justement de regarder ces complexités-là. Les questions ne sont pas théoriques, elles sont, comme nous l'avons dit, toujours politiques, car les innovations prennent, in fine, en tout et pour tout, une problématique physique réelle dans la vie, dans notre quotidien. Et ces interrogations-là doivent nous interroger sur les deux piliers que l'on avait dessinés, à la fois l'an passé, que j'ai rappelé rapidement, responsabilité, notamment quand j'avais évoqué ça avec Fauconnet au sens de responsabilité et spiritualité qui pourrait effectivement endosser ces deux piliers. Quel type d'innovation nous souhaitons pour la cité? Si tout cela nous permet d'avoir un cadre théorique, qui pourra encore être élaboré pour notre critique, où l'on aurait en abscisse d'un côté la critique et de l'autre la critique discernante, je relis ma note pour être sûr d'être clair. Le cadre théorique proposé ici, pour commencer, c'est en abscisse, la critique discernante, c'est-à-dire que je suis capable de discerner. Je vais avoir de l'autre côté de l'abscisse la critique subjective, et en ordonnée, d'un côté, la responsabilité, de l'autre, la spiritualité. Autrement dit, sur mon cadre théorique permettant de regarder l'innovation, je vais à la fois être sur le discernement, je vais être sur la subjectivité, sur la responsabilité et sur la spiritualité. Et ces innovations-là trouvent forcément leur place ici. Alors, on pourra remettre ça en cause, bien sûr, mais elles trouvent une place ici. À quel endroit elle est discernante, cette innovation, par rapport à la responsabilité ou la spiritualité? Autrement dit, on pourrait s'interroger, est-ce que oui ou non, une innovation qui sort du cadre, ou qui est dans des extrêmes, doit-elle être acceptée par la société? Mais on essaye d'apporter une sorte de cadre conceptuel à cela pour nous aider. Et je vais donner des exemples assez clairs. Cette dimension-là,
elles peuvent être utiles, évidemment, pour la continuité de notre cadre de philosophie critique dédié à l'innovation, car comme on l'a souligné, il n'existe pas à ce jour une critique philosophique de l'innovation, même si, encore une fois, je me répète, mais la technique existe, le progrès existe, on peut avoir cette dimension-là. Et cette dimension-là va nous aider justement en essayant de se départir de ce qui est habituellement critique, l'innovation, les sciences du management, les sciences de l'ingénieur, pour prendre appui sur des éléments qui peuvent nous aider. Je pense à l'art notamment, je pense également à d'autres types de formalisation qui peuvent être intellectuelles, philosophiques, comme on le verra. Quelques exemples avec l'art. Le courant structuraliste, incarné par Roland Barthes, considère la critique, donc on est toujours dans cette définition, comme un décodage des signes et des symboles présents, par exemple dans une œuvre, relevant les couches sous-jacentes de science et de signification. Cette approche, par Barthes, met l'accent sur la déconstruction des éléments constitutifs d'une œuvre pour en saisir les mécanismes internes. Jusque-là, on peut le voir de manière, je dirais, artistique, esthétique, ou sans forcément avoir une conséquence directe pour l'innovation. Sauf que si on regarde ça en détail, l'innovation se sert en permanence de symboles. Et ces symboles-là soutiennent une création. Une pomme, une virgule, une sirène, un M, qu'il s'agit justement de décoder pour révéler les couches sous-jacentes de sens. Un smartphone, avec la pomme, une paire de baskets, avec une virgule, un café, avec une sirène, ou un hamburger, avec un M. La pomme, c'est la création avec l'histoire biblique d'Adam et Ève. La science, avec la pomme qui est tombée sur la tête d'Isaac Newton, qui n'est pas tombée, vous le savez. La virgule qui imite les ailes de Mickey. La sirène qui repose en partie sur les épopées et les mythes, se basant sur le personnage le plus sensé de Moby Dick, Starbuck. Ou le hamburger avec le M qui provient des célèbres Golden Arch. L'innovation va ainsi recourir à des mythes et à des légendes qui vont effectivement être sous-jacents pour nous convaincre, pour nous orienter. Ça va être des piliers culturels où l'histoire va s'asseoir. Le discernement critique est alors clé sur le symbole qui est érigé face à nous, sur un autel, AUTEL évidemment, devant lequel les consommateurs vont pouvoir s'agenouiller. Autre exemple, Stuart Hall. La critique, notamment culturelle, explore le contexte sociopolitique et historique dans lequel une œuvre est produite. Il propose, Stuart Hall, que la critique soit un moyen d'examiner comment les normes culturelles et les idéologies influencent la création artistique et la réception par le public. Exemple, comment l'art marxiste, par exemple, peut effectivement être en politique axé sur la classe ouvrière, engagée dans la lutte contre l'oppression et l'exploitation. Autre chose, l'art féministe, qui a une influence significative sur l'art contemporain, encourageant les artistes à remettre en question les normes de genre, explorer la sexualité féminine, critiquer des structures patriarcales. La résonance envers l'innovation est évidente en ce qui concerne les enjeux politiques et culturels, comme par exemple la conquête de l'espace, qui est une démonstration de pouvoir, de bataille entre d'un côté l'URSS, de l'autre côté la NASA américaine. Plus récemment, les tensions géopolitiques avec une idéologie sous-jacente très forte entre la Chine et les États-Unis concernant une innovation a priori, je dirais, banale, qui est TikTok et les autres réseaux sociaux. On ne peut dissocier une production innovante complètement décorrélée d'enjeux sociaux géopolitiques. Gadamer qui va promouvoir dans sa critique une approche herméneutique. C'est-à-dire que la critique soit une entreprise interprétative visant à révéler les multiples strates de signification contenues dans une œuvre. Donc Gadamer va utiliser ça pour une critique de l'art, par exemple. Eh bien, avec l'innovation, ça se lit de manière très simple, avec par exemple les biens de luxe. Une strate de signification ne s'arrête évidemment pas à l'odeur du parfum ou un sac à main pour sa commodité, sa taille, sa praticité. À l'évidence, le sac à main de luxe va avoir une strate
qui est bien supérieur ou bien inférieur, selon la façon avec laquelle on voit les choses, avec un statut social, par exemple. Deux autres exemples. L'approche de Julia Kristeva. Julia Kristeva va critiquer cette notion va développer cette notion de critique à partir de la reconnaissance des liens intertextuels. Les liens intertextuels entre différentes œuvres forment un réseau complexe de références et de sens. Il pourrait se dire que nous avons une forme intertextuelle naturelle pour l'innovation, dans la reconnaissance, le croisement d'innovation. Car à l'évidence, il n'existe pas une innovation qui commence de rien. Elles sont interdépendantes, se répondent sans cesse. Je pense que mon lapsus était probablement lié à l'exemple que je vais citer. Les troubles de l'érection doivent au Viagra leurs recherches portant sur le traitement de l'hypertension artérielle pulmonaire. Les lignes de production de Ford sont issues des abattoirs de Chicago que lui-même avait visités. Cette dimension-là, Kristeva, évidemment, comme Gadamer, comme les autres, n'articule pas ça avec la notion d'innovation. Néanmoins, pour notre critique, on peut voir assez facilement que si on change notre objectif, notre angle d'attaque, on va pouvoir développer une critique et ce cadre-là. Enfin, la vision de Michael Bakhtin avec la critique comme dialogue culturel, qui met en avant le caractère dynamique et évolutif de la compréhension critique. Selon cette perspective, la critique ne se limite pas à une analyse unidirectionnelle, mais engendre toujours un dialogue entre l'œuvre et l'auteur, enrichissant ainsi la signification à travers le temps. Ce point est clé pour l'innovation, car la critique peut être aussi la critique de l'auteur, de l'innovateur. Donc, autrement dit, toujours cette question, sempiternelle question auquel on ne répondra pas, est-ce qu'on regarde l'œuvre, est-ce qu'on regarde l'auteur de l'œuvre? Cette dimension-là n'est pas négligeable. Lorsque l'on sait, si je prends un exemple tout à fait basique, simple, que les caméras de vidéosurveillance utilisées en Chine sont notamment fournies par une petite société qui est basée à Compiègne. Cette dimension-là ne peut être dissociée des enjeux évidemment politiques et de l'auteur, qui finalement n'est pas l'usager, qui n'est pas celui qui va le promouvoir, mais qui est quand même celui qui est à l'origine de ce développement-là. Autrement dit, il ne s'agit pas seulement d'établir une critique sur le produit, sur l'innovation, sur le produit ou la structure politique ou la structure sociale que l'on veut mettre en œuvre. Je rappelle que l'innovation, c'est évidemment pas que ça, mais évidemment son inventeur ou son innovateur. En résumé, cette notion de critique autour de 4 axes est à la fois la notion de recherche d'être discernante. Comment on peut l'aborder? Cette notion de subjective et de subjectivité qu'il faut accueillir. Je ne dis pas qu'il faut l'accepter, je ne dis pas qu'elle est gravée dans le marbre. Je dis qu'elle est à accepter. Cette notion de critique qui doit s'interroger sur la responsabilité. Et évidemment, cette spiritualité au sens de la vie de l'esprit. La critique pour l'innovation, c'est aussi un décodage des symboles. C'est aussi celle qui explore le contexte politique. C'est aussi celle qui a une approche herméneutique, avec des strates d'interprétation. C'est aussi la critique de l'innovation, un enjeu intertextuel, que l'on pourrait dire avec un anglais, un anglicisme de cross-pollinisation, c'est-à-dire que cette idée d'aller prendre dans des endroits et de voir. Et c'est aussi évidemment cette notion de transdisciplinarité en intégrant la notion d'auteur de l'innovation. In fine. Nous cherchons humblement, et je vais conclure ici, nous cherchons humblement à nous approcher d'une critique kantienne au sens où cela est entendu dans la critique de la raison pure. Je cite Kant. « Mon but est d'instituer un tribunal qui, en assumant les légitimes prétentions de la raison, repousse ainsi toutes celles de ses exigences qui sont sans fondement. Ce tribunal est la critique de la raison pure elle-même. Elle a pour fin de déterminer les limites à l'intérieur desquelles la raison est capable d'instaurer un ordre de certitude indubitable, mais au-delà desquelles la métaphysique ne peut engendrer que des connaissances illusoires. » Fin de la citation.
On retrouve ici, avec cet extrait de Kant, le sens originel du mot critique, comme acte de distinguer, mais comme acte aussi de juger, du jugement que l'on porte. Ce qui est intéressant, c'est que la raison s'affirme ici comme capable d'autocritique, en fondant un tribunal par lequel elle se juge elle-même. Jugée et jugeante, à la fois, la raison fait un retour sur son activité pour définir quels usages d'elle-même sont légitimes et ceux qui n'en sont pas. Je répète ce point qui est très important. La raison s'affirme comme capable d'autocritique. Évidemment, ça nécessite justement cette spiritualité qui nous élève. Comment la raison peut-elle être capable de ça? En fondant un tribunal sur lequel elle se juge elle-même. On a ça aussi dans un autre domaine, dans la métaphysique des mœurs chez Kant, dans lequel il va élaborer une critique et un tribunal intérieur qui va être juge de soi. Et cette dimension-là est plus liée à comment je m'évalue moi-même. Ici, Kant le mentionne d'un point de vue beaucoup plus large. Jugée et jugeante, à la fois, la raison fait ainsi un retour sur son activité, comme je l'ai dit, pour définir quels usages d'elle-même sont légitimes et quels usages ne le sont pas. En conséquence, ce qui nous semble raison doit être aussi objet d'élaboration de critique. Chercher à établir un tribunal de la raison de l'innovation. C'est en cela que nous pouvons espérer échapper à l'alternative entre le dogmatisme d'un côté et le scepticisme de l'innovation de l'autre. Autrement dit, sa condamnation ou sa glorification. Et cela se fait par le travail de la raison. Pour le dire vite ici, il s'agit donc de ne pas s'inscrire forcément dans un régime qui pourrait être anti-innovation ou désinnovation ou anti-progrès, ni évidemment la notion de glorification de l'innovation, essentiellement portée par une période néolibérale critiquable néanmoins. C'est donc dans ce cadre global qui va nous diriger pendant les 6 séances. Cette première-là était destinée à comprendre la critique qu'on va aborder, et j'utiliserai ce cadre pour l'ensemble des séances prochaines que j'ai citées préalablement, qui va donc nous aider à veiller à une critique raisonnée de l'innovation. Et c'est cette critique raisonnée de l'innovation qu'on va essayer de voir ensemble pendant les prochaines séances. Je m'arrête là pour ce premier point ensemble, et on peut avoir quelques remarques ou questions, discussions, avant que je passe la parole ensuite à François. Est-ce qu'il y a l'université populaire qui est potentiellement à la crèche des gens d'horizons très différents. Donc il y a peut-être des ingénieurs dans la salle, des philosophes, des sociologues, je sais pas. Bon, donc c'est toujours particulier quand on ne sait pas vraiment à qui on parle, c'est-à-dire quel type de registre de discours on doit adopter. Bon, c'est pas facile, parce que le sujet que tu te poses, en fait, est vraiment vertigineux. La façon dont tu l'abordes en philosophe est vertigineux. C'est pas du tout comme ça que je l'aborde, d'une certaine manière. Donc tout l'intérêt de ce que tu as expliqué sur la transdisciplinarité tout à l'heure. Donc tout ça pour dire que j'ai envie à la fois de réagir sur plein de choses que tu as dit. J'avais prévu de dire 2-3 trucs, mais je ne sais pas si c'est vraiment très pertinent au vu de la perspective du séminaire que je découvre un peu maintenant. En plus, c'est la 2e année, donc tu avais déjà engagé une réflexion sur l'histoire longue de la notion d'innovation. C'est ton livre, en fait, sur... Bon, voilà, donc je vais essayer de vous livrer, excusez-moi si c'est désordonné, pas clair, je vais vous livrer quelques réflexions qui partent un peu dans tous les sens, à la fois en réagissant à ce que tu as dit, en donnant mon point de vue d'historien qui s'intéresse à ces questions de plein de manières, mais bon, j'ai envie de dire une première chose, et pour moi, il y a un problème, enfin il n'y a pas un problème, mais peut-être une partie du problème peut être résolue disons, je suis historien, je ne considère pas les concepts comme des universaux qui existent de toute éternité. Je crois qu'il y a un premier point à noter, tu le dis dans ton livre, tu l'as dit tout à l'heure, tu l'as dit sans doute l'année dernière, tu as retracé l'histoire de cette notion d'innovation. Il faut bien voir que cette notion d'innovation, elle a une historicité extrêmement marquée. C'est un concept, pour moi c'est un mot valise qui ne veut rien dire. Donc ça me paraît très difficile de vouloir élaborer une philosophie avec un cadre analytique très précis de cette notion d'innovation, en allant de Platon jusqu'à nos jours. Je pense que c'est un terme valise, un terme à fonction essentiellement publicitaire. Ce qui m'intéresse même éventuellement, c'est d'analyser
comment cette notion a été promue, quels sont ses usages sociaux, quelles sont les institutions, les acteurs qui l'installent dans le langage, dans nos préoccupations, jusqu'à ce qu'elle devienne une sorte de sangsue qui nous empêche de penser tellement elle nous bouffe le cerveau, tellement elle nous mange elle nous absorbe notre langage, notre compréhension du monde. Donc, tu m'as dit qu'il ne fallait pas donner maître de... J'y vais un peu... Tu m'as dit qu'il ne fallait pas mettre d'image, mais sinon j'aurais montré une image... une approche un peu bourrin d'historien qui est quand même très intéressante malgré tout dans ce qu'elle est devenue, c'est les usages. Il y a des outils grâce à l'innovation high-tech, on a des outils qui permettent de faire des études lexicométriques assez simples rapidement sur les usages du mot innovation. Déjà, moi comme historien, l'innovation, je n'utilise jamais ce concept qui n'existe pas dans l'histoire, qui n'est pas employé. Tu le dis, il n'est pas employé. Donc on est toujours en train de quoi on parle quand on parle d'innovation? Parce que là, tu vas me dire, c'est pas la technique, l'innovation dépasse la technique, parce qu'il y a aussi l'innovation sociale. Donc l'innovation, c'est toute forme de changement. Donc l'innovation peut être politique. On introduit de nouvelles formes institutionnelles, de nouvelles formes de délibération, donc c'est l'innovation. L'innovation, c'est un produit. Donc ce qu'il faut, c'est peut-être avant, pour élaborer un cadre conceptuel, pour penser ce qu'on appelle l'innovation, il faut se mettre d'accord sur l'évolution, les usages qu'on fait du mot. Et dans le contexte actuel, c'est très important parce qu'il faut bien voir qu'avant les années 70, le mot n'était jamais utilisé. Moi, je ne trouve jamais, à aucun moment, le mot innovation. Rachel Carson ne fait pas une critique de l'innovation parce que le mot n'est pas employé. Jacques Ellul ne fait pas de critique de l'innovation, il s'en fout. Ce n'est pas le sujet chez Jacques Ellul de faire une critique de l'innovation puisque l'innovation n'existe pas. Ce qui est intéressant, c'est comment, depuis les années 70-80, l'innovation est devenue un terme qui a en fait remodelé nos imaginaires, remodelé nos langages, remodelé les politiques publiques, où toute une série de choses ont été caractérisées, pensées et définies comme innovation. Et c'est-à-dire ça, donc je n'avais pas prévu de faire ça, mais c'est ça qu'il faudrait faire dans un premier temps. Peut-être c'est faire l'histoire de ce triomphe qui n'est pas seulement une histoire de langage, parce que ça remodèle les imaginaires et ça remodèle la façon dont on pense toute une série de processus sociaux en les qualifiant comme ça, alors qu'auparavant on les qualifiait autrement. Alors j'ai un graphique qui est tout à fait spectaculaire sur les usages du mot, bon vous ne voyez pas grand-chose, mais sur les usages du mot innovation jusqu'aux années 1970, qui est le graphique est plat, dans les corpus imprimés par Google, dans toutes les grandes bibliothèques mondiales, donc c'est... L'usage du terme est complètement résiduel, n'existe pas, et ça explose à partir des années 60-70 avec un premier palier dans les années 80, un deuxième palier dans les années 90, et depuis le début du XXIe siècle, le terme a colonisé toute une série d'espaces sociaux. Donc on pourrait réfléchir. Moi, le premier mystère qui m'interroge, que j'aimerais résoudre, c'est moins la signification fondamentale, métaphysique, transcendantale de cette notion d'innovation, c'est les conditions socio-historiques qui l'ont installée dans notre langage ordinaire, dans notre imaginaire, dans nos façons de parler de politique, de parler du système économique, de parler de tout. Parce que je pense fondamentalement que c'est devenu un mot valise qui nous empêche de penser, en englobant des choses tellement vastes, tellement diverses, qu'on peut tout y faire rentrer. Pour moi, c'est un mot du langage publicitaire dans un contexte de réagencement du système économique dans le contre-feu de la crise des années 70. Et bon, alors je sais pas si je le dis avec mes gros sabots, c'est un contre-feu idéologique du néolibéralisme pour remodeler le langage dans le contexte des années 80, c'est ce que Boltanski démontre. La critique est absorbée par le capitalisme pour intégrer dans son mode de fonctionnement ce qui était les critiques très vives dont on a oublié la radicalité dans les années 70. Et le culte de l'innovation, c'est ça. Alors, on pourrait suivre comment le mot innovation a été promu, par qui. J'y vais un peu en improvisation. Mais le mot innovation, donc tu l'as très bien rappelé, c'est d'abord un concept qui vient de la théorie économique. Alors, bon, je ne vais pas le faire, mais dans la très longue durée, tu l'as dit, j'y reviens pas, hein, c'est un terme qui était utilisé sous l'Ancien Régime, dans les sociétés anciennes, mais dans un tout autre sens. Hein, bon, c'était synonyme de nouveauté, essentiellement dans le langage religieux et politique, et perçu plutôt avec méfiance. Donc le mot était très peu employé. Quand il était employé, c'était pour caractériser des transformations dans le domaine religieux et politique, plutôt perçu avec méfiance, notamment après les guerres de religion, parce que les nouveautés religieuses ont introduit une série de guerres civiles en Europe, de crises, qui ont rendu l'idée d'innovation comme quelque chose de négatif, de perçu avec inquiétude.
dans des sociétés qui se pensaient plutôt comme marquées par un régime d'historicité fondé sur la stabilité plus que le progrès. C'est pour ça que là, il y a tout un ensemble de termes que tu as employés aussi, hein. Innovation, technique, technologie, progrès, tous ces termes, il est important, à mon avis, de déplier les relations qu'ils entretiennent entre eux. Évidemment, il ne faut pas les confondre, mais ils entretiennent des relations très étroites. Et ils évoluent et ils se réagencent mutuellement. Donc, bon, je fais juste un petit point là-dessus avant de revenir sur des choses plus anciennes. Les années 70, à mon avis, sont un grand moment que j'appelle technocritique. Pour reprendre cette idée, un grand moment de la critique. Et c'est les années 70. C'est la fin de toutes les grandes idéologies qui ont structuré la modernité. C'est la remise en cause des grandes façons de penser le monde et son organisation, que ce soit le marxisme, mais même le libéralisme. C'est l'émergence des pensées de l'écologie et la crise du naturalisme classique. Donc tous les grands partages, ce qui structurait nos rapports au monde, se fissurent, ce qui aboutit à une remise en cause fondamentale du système capitaliste, dont on a... S'il y a des gens qui ont vécu les années 70 dans la salle, mais je ne suis pas sûr qu'il y en ait beaucoup, il faut se rappeler. Il y avait des manifestations de la jeunesse devant les salons de l'automobile aux États-Unis pour dénoncer la civilisation de l'automobile, au moment où André Gorz écrit l'idéologie sociale de la bagnole. Il y avait une dénonciation des pollutions, une dénonciation de la surproduction. Il y avait Georges Escurogen qui élabore sa théorie de la décroissance en disant qu'il faut que les économistes redescendent sur Terre en sortant de leurs pures abstractions pour reprendre en compte les processus physiques réels qui font fonctionner le système économique. Donc je pense qu'il y a une panique morale. Il y a plein de travaux de sociologues, d'historiens qui ont montré qu'il y a une panique massive des élites dans les années 70 qui ont débouché dans les années 80 sur une grande réorganisation de l'imaginaire, du système politique, du système économique. Après cette critique, la critique de la technique dont tu parlais, c'est les années 70, massivement. Je veux dire, Ellul, la trilogie fondatrice dont tu vas parler dans ton cours, Ellul, Mumford, Illich. Günther Anders, c'est un peu différent, il faudra en parler aussi, c'est majeur. Mais Illich, Mumford et Ellul, c'est-à-dire les trois grands critiques de la technique aux États-Unis, en France et puis dans le monde avec Illich, qui était quand même confidentiel dans les années 50-60. Quand Illich publie son premier grand livre sur la question de la technique en 1954, il ne trouve même pas un éditeur pour le publier, tellement tout le monde considère que ça n'a aucun sens de proposer une critique de la technique et du système technicien, alors que la technique n'est quelque chose de neutre, d'incontestable, qui est à l'écart de toute critique, parce que la technique a été construite. C'est ça qui est intéressant. Il faut autant penser, il faut penser comment la critique a été construite, comment la technique a été construite comme à l'écart de toute critique. Ça, c'est intéressant. Or, c'est pour des raisons sur lesquelles je pourrais revenir au XIXe siècle, autour d'un consensus modernisateur qui exclut la technique, ce qu'on appelle la technique, du champ de la démocratie, du champ de la délibération et du champ du politique pour en faire une sorte de processus linéaire, neutre, qui est porté par la force intrinsèque du génie humain et de l'invention. Et du coup, la technique cesse d'être un enjeu de délibération, de choix, puisque la technique, c'est le plus efficace, c'est le meilleur pour répondre à une situation ou un problème donné. Donc il n'y a pas à discuter ou à critiquer la technique, il y a juste les jeux de société ont juste à s'adapter à ces techniques qui sont inscrits dans le sens d'un nouveau rapport au temps qu'on appelle le progrès. Mais là, je parle dans tous les sens. Bon, je reviens aux années 70. Donc je pense qu'il y a un moment de crise, de fissuration de l'imaginaire progressiste, industrialiste qui a structuré les sociétés occidentales depuis le 19e siècle et qui crée toute une série de paniques morales, y compris pour le maintien du taux de profit d'un certain nombre d'acteurs économiques et pour le maintien d'un système économique qui avait triomphé dans les années 50-60 à l'époque de ce qu'on appelle les 30 Glorieuses et qui était contesté dans ses fondamentaux. Et donc dans les années 80, on va assister à un début de relance d'un projet modernisateur qui va s'articuler sur deux bases, je pense, sur deux mythes. Le mythe de l'innovation, qui va être réactivé, associé à la figure de l'entrepreneur, qui va de pair, parce que dans toutes ces catégories, il y a l'innovateur, l'entrepreneur, qui est aussi une autre catégorie qui va être promue dans les années 80, au moment où les classes sociales s'effondrent, et tout ça renvoie aussi à une nouvelle façon de penser le monde social, ramené à des individus héroïques, alors que la société était pensée à travers de grands agrégats, des rapports de force, à travers la lutte des classes, quoi. Là, la figure de l'entrepreneur et de l'innovateur, ça réactive une vieille thématique. Donc, l'innovation associée à la mondialisation. Je pense que les deux sont fondamentales. Les années 80, donc toutes les crises écologiques. En gros, ce qui s'est passé, c'est que les années 70, c'est l'émergence d'un premier moment de l'effondrement du capitalisme industriel.
sous l'impact des contradictions sociales, des chocs pétroliers, des pollutions généralisées, de la crise systémique du modèle qui est dénoncée de tous les côtés, y compris dans la presse de masse. Je veux dire, il y a des articles grand public dans le Nouvel Obs qui dénoncent la contamination généralisée du monde, qui dénoncent le changement climatique qui commence à émerger comme préoccupation dès cette époque-là chez un certain nombre d'acteurs économiques, etc. Donc tout ça est en place. Dans les années 80, il a fallu recadrer pour remettre les choses en ordre, au nom d'une relance d'une promesse modernisatrice qui s'est articulée sur une double base, la mondialisation heureuse, associée à l'innovation héroïque et géniale. Et ces deux imaginaires ont été extrêmement puissants et ont extrêmement bien fonctionné, associés évidemment à l'effondrement du monde soviétique. Et donc l'innovation a émergé vraiment comme dans ce contexte-là. Alors l'innovation, c'était un vieux terme qui avait été promu dans la théorie économique, mais qui était cantonné à la théorie économique. Puisque en fait, depuis le 19e siècle, évidemment, chez les économistes, ce qui permet de rompre la nécessité et le problème fondamental des sociétés qui est les pénuries de ressources, c'est le marché associé à l'innovation technique qui permet de dépasser les pénuries, le manque de ressources qui est le problème fondamental. Et c'est grâce à l'innovation couplée au marché et au libre marché qu'on va permettre de construire une société qui sera détachée de ces contraintes fondamentales qui pèsent sur les ressources. Donc évidemment, les économistes ont construit cette question d'innovation dès le 19e siècle. Schumpeter est celui qui va la systématiser, la théoriser. Ça va rentrer dans l'enseignement de l'économie. Ce qui se passe dans les années 70-80, c'est que ces thèmes qui étaient promus par les économistes depuis une quarantaine d'années, et qui avaient déjà commencé à être promus à partir de la crise des années 30. Je sais plus, il y avait une question là sur la crise des années 30. Et dans les années 30, les questions écologiques étaient déjà présentes. Il ne faut pas imaginer que la question des pénuries de ressources, la crise du capitalisme dans les années 30, c'est aussi une crise fondamentale des ressources naturelles. La dénonciation des pollutions dans les années 30, alors, ça c'est l'historien qui va le rappeler, les fumées, les pollutions, les pollutions dans les villes, tout ça ce sont des problèmes qui existent déjà, qui traverse toute l'histoire du capitalisme. Là, il y a un mythe dont il faut se défaire, c'est qu'on a pris conscience récemment des problèmes écologiques. Ça, bah oui, moi je suis historien du 19e siècle, j'ai écrit un bouquin sur l'histoire des pollutions industrielles. Toute l'histoire du 19e siècle, c'est traversée de conflits environnementaux pour dénoncer la pollution de l'eau, la pollution de l'air, la pollution des milieux, les impacts environnementaux. Tout le temps en permanence, on ne pouvait pas installer un four à chaud ou une machine à vapeur sans qu'il y ait des riverains qui dénoncent la contamination de leur milieu de vie par l'introduction de substances polluantes. Et l'innovation a d'ailleurs été un outil pour cadrer ces conflits environnementaux en disant on ne va quand même pas arrêter de produire. Donc pour résoudre le problème de la pollution, on va innover, c'est-à-dire mettre en place des techniques de dépollution. Ça, donc c'est l'innovation qui doit résoudre les problèmes qui sont d'abord des problèmes en fait, de production, d'organisation de la production, de localisation de la production. Bon, tout ça se rejoue en fait dans les années 70. Il y a un moment, après une parenthèse enchantée des années 50-60, qui sont portées par la croissance économique exceptionnelle et très singulière, liée évidemment à la Seconde Guerre mondiale et au fait qu'on a externalisé un certain nombre de problèmes dans le reste du monde, ce qui a permis une très forte croissance dans les sociétés européennes. Et c'est d'ailleurs à cette époque-là qu'apparaît le PIB. Dans les années 30, il n'y avait pas de PIB. Faut pas aussi, je rappelle un truc. Qu'est-ce qu'on appelle le PIB ? Le produit intérieur brut. Cet outil de mesure pour piloter les politiques économiques. C'est une invention justement de la crise des années 30. Pour piloter l'économie et sortir de la crise du capitalisme des années 30. Les économistes, c'est à ce moment-là qu'ils deviennent les conseillers du prince et qu'on invente la macroéconomie et des outils de mesure pour piloter. Et ce qu'on appelle le PIB, ça apparaît dans les années 30 aux États-Unis chez un certain nombre d'économistes, et surtout, ça va se généraliser dans les pays occidentaux après 45-50, jusqu'à se mondialiser. Il y a toute une série d'institutions internationales dans tous les pays du monde, jusqu'à devenir à la fin du XXe siècle l'alpha et l'oméga des politiques publiques. Mais il y a une histoire de ce PIB qui est assez récent en fait. Au XIXe siècle, on ne calculait pas de PIB. Ça n'existait pas, de même que les outils de la macroéconomie n'existaient pas. Donc ce qui se passe, c'est que dans les années 70-80, l'économie classique est très fortement contestée, notamment par l'émergence de nouvelles formes de critique sociale, de l'émergence d'une critique écologique qui remet fondamentalement en cause le modèle de développement industriel de l'Occident. Et ces économistes qui sont assiégés, et qui sont dans une situation de défensive, vont reprendre du poil de la bête dans les années 80-90 en articulant et en réinventant un nouvel imaginaire de l'innovation et de la mondialisation. C'est-à-dire les deux thèmes classiques de l'économie classique depuis le début du XIXe siècle, qui est
l'économie, c'est l'innovation et le marché pour résoudre les contraintes naturelles et les limites naturelles qui pèsent sur le fonctionnement de toute société. Et c'est fondamentalement, l'économie est une science écologique. C'est comment gérer la rareté. Sauf qu'au cours de son développement, l'économie s'est détachée des flux de matière réelle pour inventer une sorte de science imaginaire complètement... C'est pour ça que c'est aussi à cette époque-là qu'apparaît une critique de cette économie dominante et standard sous la forme de l'économie écologique ou de la bioéconomie, dont ce qu'on appelle la décroissance, c'est un héritage de tout ça, qui essaye de proposer une analyse de l'économie qui soit moins mathématisée, moins abstraite, moins détachée de la réalité des flux physiques qui structurent toujours le fonctionnement des sociétés. Une société, c'est des flux de matière, de métaux, d'énergie, de plein de choses qui circulent pour produire des biens matériels. Et une société, réagence ces flux matériels pour produire des biens divers et variés avec toute une série d'effets indirects qu'on dissimule ou qu'on cache plus ou moins. Donc en fait, dans les années 80-90, le mot innovation va surgir comme une sorte de catégorie générique pour désigner cette relance de la promesse technologique qui était assiégée dans les années 70. Ce qui explique que le mot commence à être employé. Alors c'est lié évidemment au fait que l'économie devient une science de plus en plus dominante aussi dans toute une série d'espaces institutionnels, politiques, au niveau européen, au niveau international. C'est eux qui commencent à promouvoir la notion d'innovation. Tout ça va passer aussi par les écoles de commerce qui se multiplient. Et je ne sais pas s'il y a des gens qui sont dans les écoles de commerce dans la salle. Mais les écoles de commerce vont évidemment être la matrice de cet imaginaire de l'innovation, puisque le mot innovation va commencer... Alors tout ça, c'est à ce moment-là, dans les économies, c'est les sciences de gestion, le marketing, le management, toutes ces sciences nouvelles qui sont inventées pour ouvrir des marchés et produire du désir pour fourguer de nouveaux produits dans un contexte de contraction de l'économie. Il faut ouvrir de nouveaux marchés, vendre de la marchandise pour relancer la croissance économique. Donc tout ça... Et c'est dans ces écoles-là, dans ces nouvelles sciences qui émergent à cette époque-là, c'est très récent, hein. Enfin, il y a une longue historicité, mais le moment où elles deviennent vraiment dominantes, où des écoles de commerce s'ouvrent un peu partout en Europe occidentale, c'est très clairement cette époque-là, les années 70-80, tous les bons élèves qui sortent du lycée allaient faire une école de commerce, ça devient la voie royale des bons élèves. Bon, et là, c'est des matrices évidemment idéologiques très fortes de cette nouvelle imaginaire de l'innovation. Ça va être repris, ce qui explique que ça va être repris à partir des années 90 dans le langage politique. Ça, c'est le moment, évidemment, que ça bascule du champ académique pour être réapproprié par le champ politique. Ça, c'est très intéressant. Le mot innovation, le langage de l'innovation, intègre les discours politiques. Les discours politiques, le langage politique, les programmes politiques. Pourquoi ? Parce que dans un contexte, évidemment, de chute du mur du Berlin, où il n'y a apparemment pas d'alternative au néolibéralisme triomphant et au capitalisme débridé, et en même temps, les problèmes et les contradictions internes de ce système économique se révèlent de tous les côtés, et les hommes politiques adoptent de plus en plus ce qu'on appelle depuis une dizaine d'années le technosolutionnisme. C'est-à-dire l'innovation, ça devient une manière de résoudre tous les problèmes sans avoir à poser fondamentalement les problèmes sociaux, les problèmes de pouvoir, les problèmes d'inégalité qui structurent le monde. Vous avez un problème dans l'éducation, mais c'est pas grave, on va vous mettre une bonne innovation. Vous avez un problème vous avez un problème médical, c'est pas grave, on va mettre 2 milliards pour développer tel projet. Vous avez un problème écologique, c'est pas grave, on va investir 30 milliards pour décarboner l'économie. Et c'est une sorte de mécanisme qui s'enclenche où les économistes qui veulent l'écoute des hommes politiques leur fourrent de l'innovation, les hommes politiques qui ne savent pas comment faire, ils sont tétanisés parce qu'ils n'ont plus de marge de manœuvre dans un monde qui est par ailleurs dérégulé par le libre-échange généralisé, s'en remettent à l'innovation comme étant la seule chose qu'ils peuvent faire pour agir sur le réel, c'est mettre des milliards pour investir dans des promesses technologiques. Et là, c'est la course à l'échalote de la promesse technologique, qui est une autre expression intéressante, qui accompagne cette promotion, cette valorisation croissante du mot innovation qui va être ensuite réapproprié parallèlement par tous les industriels qui le mettent à toutes les sauces dans leur communication interne, dans leur publicité, donc l'innovation innovante pour innover, et ça devient une sorte de langage autoréférentiel qui se reproduit jusqu'à... Et ça ne cesse d'augmenter. Enfin, je veux dire, il suffit de voir n'importe quelle publicité, n'importe quel discours. Et en même temps, parallèlement, et c'est là qu'émerge, c'est ça, et je pense que c'est important aussi, il faudra intégrer ça sans doute dans l'année, si je peux me permettre. Mais c'est là qu'intervient donc Ellul, tous ces gens, les penseurs classiques, c'est qu'ils s'en mettent au-delà. Ce qui est intéressant, c'est que se développe parallèlement une pensée critique de l'innovation, que tu n'as pas évoquée, et que tu en parleras peut-être, mais qui pour moi, la vraie pensée critique de l'innovation, qui se développe parallèlement à cette imaginaire et idéologie d'innovation portée par certaines formes de théorie économique,
certains acteurs politiques qui y voient finalement une balise pour retrouver un moyen d'action sur le réel, bah, ça va être... J'en ai effrayé un. Mais en fait, c'est notamment toute la sociologie, dans le domaine de la transdisciplinarité, c'est la façon dont on pense l'innovation qui va être complètement bouleversée à partir des années 80-90. Alors en histoire, c'est ce qu'on appelle le programme Scott, hein, la construction sociale des technologies. Et en sociologie, c'est la sociologie latourienne et la sociologie de Michel Callon, dont il faudra réussir à faire quand même une place dans ton cadre analytique et dans ton analyse de l'innovation. Puisque qu'est-ce que c'est Bruno Latour ? Vous connaissez tous Bruno Latour, qui a été propulsé comme grand philosophe de l'écologie, mais fondamentalement Bruno Latour est devenu écologiste très tard, au début il y a 5 ans. Tout le travail intellectuel de Bruno Latour, c'est une sociologie de l'innovation. Et donc face à cette idéologie de l'innovation et ce mot vide, ce mot valise de l'innovation, il y a les sciences sociales vont s'emparer de cet objet et proposer une théorie critique de l'innovation très intéressante qui consiste à essayer de démystifier ce mot innovation, montrer que il n'est pas ce qu'on l'entend, que toute innovation notamment est collective, qu'il n'y a pas de séparation entre la société et l'innovation. Il n'y a pas d'un côté une société, puis de l'autre côté une innovation, et la société accueillerait l'innovation, ou la société n'accueillerait pas l'innovation. C'est-à-dire que ce qu'on appelle innovation, c'est du social, de part en part, et ce qu'on appelle société, c'est du technico de part en part, d'une certaine manière. C'est le fameux modèle de l'acteur réseau que promeut Bruno Latour dans les années 1980. Donc c'est tout son travail sur Aramis ou l'amour des techniques, où il étudie ce grand projet d'innovation de la RATP qui a échoué dans les années 80, qui consistait à développer un système de transport hyper rapide, hyper futuriste, présenté vraiment dans la com de la RATP comme l'innovation qui innove au maximum, dans la continuité du TGV, où il y avait tout un... Bon, donc ça, je pense, c'est vachement important, parallèlement où l'innovation devenait une sorte de mot-valise, très naïve, l'innovation, notamment dans le modèle qui va être développé dans la Silicon Valley, c'est-à-dire au cœur du néolibéralisme américain. L'innovation, c'est l'innovation de rupture. C'est-à-dire un gars génial qui a une idée et qui arrive par la force de son courage et de son abnégation à faire fortune en l'imposant sur le marché. Ça, c'est vraiment la conception de l'innovation, le degré zéro de la pauvreté de ce qu'on peut... Mais qui était sans doute enseigné dans les années 80 dans des cours de marketing, comme regardez, vous allez tous devenir Bill Gates. Bon, et tout ce que montre la sociologie des sciences, c'est que tout ça, c'est des mythes. C'est-à-dire que Bill Gates, il n'a pas inventé grand-chose. Aucun de ces innovateurs de la Silicon Valley n'ont inventé grand-chose. Ils ont juste réussi à récupérer au bon moment et à mettre en scène leur génie dans une stratégie publicitaire pour récupérer des choses qui étaient déjà là de tous les côtés. Et donc, au mieux, le grand innovateur, c'est un grand publicitaire et c'est un habile commercial qui arrive à à récupérer les bénéfices. Parce que l'innovation, ce qu'on appelle l'innovation, c'est toujours un truc extrêmement collectif. C'est jamais, surtout dans le mode de fonctionnement de la technoscience depuis la fin du XXe siècle, c'est jamais un individu génial. TikTok, tout ça, c'est quoi comme innovation ? C'est-à-dire, c'est un moment où tout est déjà en place et c'est une façon d'agencer des tas de choses qui sont déjà en place. Donc, ce qu'on appelle innovation, en fait, c'est toujours une multitude d'évolutions, de dispositifs qui s'agencent et puis à un moment, ça s'agence d'une certaine manière et il y en a un qui arrive sur le marché à imposer son agencement sur les autres et c'est peut-être ça l'innovation, au fond. Donc, dans ce cas-là, c'est ça l'innovation. Dans un contexte, par ailleurs, où il y a la promotion et la célébration de l'entrepreneur héroïque. Et ça, on ne peut pas comprendre cette promotion du mot de l'innovation si on ne l'accompagne pas du fait que parallèlement, il y a la promotion d'une certaine façon de penser le système économique comme à partir de cette figure de l'entrepreneur héroïque. Et l'innovation, ça va de pair avec l'entrepreneur héroïque, puisque c'est l'entrepreneur héroïque qui introduit l'innovation. Sauf que si on fait une histoire sociale de ce qu'on pourrait appeler l'innovation, ou une sociologie à la Latour ou à la Callon, qui déconstruit tout ce truc-là, on voit que l'innovation, en fait, évidemment, c'est toujours plus complexe. C'est toujours un agencement de rapports de force, c'est toujours... Bon. Donc je pense... Et on est les héritiers de ça. C'est-à-dire qu'on est les héritiers de ça, donc on est dans un moment ambivalent, effectivement, où on est noyé sous la langue de bois et ce discours hors sol de l'innovation employée à toutes les sauces et à telle enseigne que parfois ça ne veut plus rien dire. Donc d'où la nécessité d'un séminaire critique sur l'innovation, peut-être pour préciser de quoi on parle, mieux cadrer les termes du débat. Et en même temps, depuis les années 80, effectivement, la notion d'innovation est devenue aussi un objet très important des sciences sociales, au sens large.
Je veux dire, toute l'œuvre de Latour, c'est ça, toute la sociologie pragmatiste s'est nourrie de ces sujets. Enfin, il y a toute l'histoire de l'innovation s'est complètement transformée. Par exemple, jusque dans les années 70-80, l'histoire des techniques, c'était l'histoire de quelques découvertes miraculeuses qui s'enchaînaient de façon cohérente et logique, selon une sorte de chaîne causale nécessaire et inéluctable, et souvent associée à des noms propres. Ce qu'on apprend à l'école quand on est dans des petites classes, vous avez Gutenberg qui invente la machine à imprimer, James Watt qui invente la machine à vapeur, bon. Puis on peut faire toute la liste jusqu'aux entrepreneurs de la Silicon Valley qui inventent l'Internet et le numérique. Bon, aujourd'hui, l'historien, il ne pense plus du tout évidemment, l'histoire des techniques et l'histoire des transformations techniques comme ça. On voit bien que ce qu'on appelle innovation technique est toujours le fruit de dynamiques collectives beaucoup plus complexes, mais évidemment, ça pose des... C'est moins sexy ou c'est moins amusant à raconter que d'identifier quelques grands génies solitaires qui sortent du néant pour transformer le monde par la puissance de leur volonté. Ouais. Mais ce qui est intéressant, c'est de comprendre comment se construisent ces mythes. Il y a un super bouquin d'un sociologue qui s'appelle Galuzio, là, je ne sais pas si tu as vu, le mythe de l'entrepreneur héroïque, qui démontre très bien tout ça, un par un, toutes les figures de la Silicon Valley. Et les figures de la Silicon Valley à la fin du XXe siècle, c'est juste la réactivation des grandes figures d'entrepreneurs du capitalisme américain de la fin du XIXe siècle, avec Rockefeller et tous les géants de Ford, Rockefeller, et même, on pourrait remonter à avant, la figure de James Watt, qui est en fait le premier innovateur. Au sens, James Watt, alors, 2 mots, puis je ne vais pas être trop long, tu me dis qu'il faut que je m'arrête, mais là je vais parler un peu. Donc, je pense que voilà, c'était le premier point que je voulais dire, c'était un peu brouillon, j'en ai conscience, mais je pense que c'est ça, il faut historiciser les usages qu'on fait du mot innovation, ne pas se faire enfumer, et sur le fait que c'est vraiment une histoire très récente. Et je pense que vraiment c'est un mot valise qui pose presque plus de problèmes qu'il n'en résout quand on l'emploie. Alors d'où la nécessité finalement de bien cadrer sans doute ses significations, mais à mon avis, il faut commencer par cadrer ses significations en insistant sur le fait que c'est un mot valise qui a des objectifs politiques, des objectifs idéologiques, dans un contexte très particulier de crise des systèmes politiques et économiques post-70 et fin du XXe siècle. Et évidemment, et tout ça est réactivé dans le contexte de la crise climatique actuelle, parce qu'on ne peut pas non plus ne pas comprendre, on ne peut pas ne pas comprendre, je m'embrouille là, mais on ne peut pas comprendre cette omniprésence du mot innovation si on ne place pas ça dans le contexte écologique actuel et dans les impasses terribles dans lesquelles nous plonge le contexte écologique actuel. C'est-à-dire que la crise écologique actuelle, c'est quand même c'est une série d'apories fondamentales dans... Donc, face à ces apories, il n'y a pas 50 solutions. C'est soit on contracte nos flux matériels, certains appellent ça la décroissance, et on diminue nos consommations dans tous les domaines, mais comme personne ne veut faire ça, la seule solution, c'est de faire confiance à la réactivation du mythe de l'innovation héroïque qui va régler les problèmes par la solution technique qui permettra de ne pas réorganiser nos rapports sociaux, nos modes d'organisation économique, nos rapports au monde naturel, mais qui trouvera la solution miraculeuse. Donc, ça peut être l'hydrogène, ça peut être la nouvelle génération de nucléaire, ça peut être la géo-ingénierie, ça peut être n'importe quelle promesse technologique sur le marché de la promesse technologique actuelle qui est innombrable. Et comme la science contemporaine fonctionne sur la base des appels à projets, c'est-à-dire que pour pouvoir faire son travail de chercheur aujourd'hui, il faut avoir du fric. Pour avoir du fric, il faut répondre à des appels à projets. Pour obtenir les projets, il faut intéresser des financeurs, des acteurs privés ou publics. Pour intéresser, il faut multiplier en permanence et construire de la promesse, dont les promoteurs eux-mêmes de ces promesses savent que ce ne sont que des promesses. Et cette économie de la promesse, comme l'appellent les économistes, les sociologues qui bossent sur le sujet, contribue à entretenir et réactiver en permanence ce thème de l'innovation, puisque cette économie de la promesse fonctionne sur le thème de l'innovation. Donc on va innover. Et là, le dernier avatar de tout ça dans les dernières décennies, c'est la start-up. La fameuse start-up. Ça ne veut rien dire, c'est vraiment... Mais le problème, c'est que le langage ne veut plus rien dire aujourd'hui dans une grande partie du champ sémantique dans lequel on baigne. Donc la start-up, c'est quoi? C'est une entreprise innovante qui capitalise rapidement, qui arrive à récupérer des milliards pour introduire une innovation de rupture pour résoudre tel ou tel problème. Je ne sais pas si c'est ça la définition, je pense qu'il y en a 50. Les économistes spécialistes du sujet sont sans doute pas d'accord, mais je pense que fondamentalement, il n'y a pas de définition. Parce que c'est juste un mot valise idéologique. Après, il y a des gens qui vont essayer de lui donner une définition et voir de l'armer, voire d'en faire la théorie scientifique. Alors qu'en fait, c'est juste une construction idéologique pour accompagner une nouvelle phase de l'économie de la promesse technologique, quoi.
et de cette hyper-valorisation contemporaine de l'innovation et de la figure de l'entrepreneur, qui aujourd'hui s'appelle le start-upper. Donc, parce qu'en plus, le problème, c'est que le langage a un rythme de démonétisation hyper rapide aujourd'hui. C'est ce que je veux dire. C'est-à-dire que et je pense que la promotion du mot innovation aussi, c'est parce qu'il y a un certain nombre de mots classiques du langage économiste ou capitaliste jusqu'aux années 70 étaient vieillots. Et il y a toujours besoin de trouver un langage qui apparaît plus moderne. Et donc le mot innovation faisait plus moderne que le mot machinisme, automatisation. On pourrait dire plein de choses du robot, par exemple. Le mot robot, il surgit parallèlement au thème de l'innovation, à l'imaginaire de l'innovation, dans cette économie de la promesse technologique. Il y a tout un registre de discours, dont l'innovation est un terme central, mais qui est associé à toute une série d'autres notions. Bon, donc voilà, moi comme historien, je suis embêté, parce que pour moi, l'innovation, c'est un mot valise qui a tout colonisé depuis une trentaine d'années, mais que je ne trouve pas dans mes sources. Alors après, moi par contre, le grand mot-clé qui prépare celui de l'innovation au XIXe siècle, c'est l'invention. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans la théorie des économistes au XXe siècle, l'innovation va être dissociée de l'invention. Puisque l'invention, c'est un des moments dans le processus d'innovation. Tu l'as bien expliqué avec les quatre phases. Donc, il va y avoir une modélisation de l'innovation, puis après on va distinguer, il y a les innovations de produits, il y a les innovations machin, il y a les innovations incrémentales. Donc il y a toute une science de l'innovation qui se développe dans la science économique et puis qui s'est structurée. Donc c'est pour ça que je fais une provocation là en critiquant, parce qu'aujourd'hui c'est même une littérature en soi. Il y a une science de l'innovation, il y a des spécialistes de l'innovation, il y a des chaires de l'innovation. Au Collège de France, on a un grand économiste qui avait toute sa carrière sur l'économie de l'innovation, qui raconte à peu près en permanence n'importe quoi quand je l'écoute, mais il emploie le mot innovation. Donc ça permet d'avoir une chaire au Collège de France, parce qu'évidemment, si vous voulez avoir des financements ou des positions institutionnelles et académiques, je ne dis pas ça pour toi, mais il y a quand même... Et j'aime bien Philippe Bayon, je pense que c'est... Il y a quand même rien de mieux que de dire on va faire de l'innovation à toutes les sauces, même si parfois on ne sait pas vraiment ce que ça veut dire. Donc voilà, je voulais juste commencer par cette espèce de scepticisme un peu provocateur pour rigoler, et puis parce qu'on n'a pas énormément de temps là. Mais je pense que c'est important de faire l'histoire de la promotion de cette notion, de ses usages, des institutions qui l'ont diffusée. Bon. Donc moi, comme historien, ma façon de cadrer analytiquement l'analyse de l'innovation, c'est de l'analyser dans une dynamique historique et chronologique. On a tous nos défauts. Là, le philosophe va essayer de la cadrer d'une toute autre manière. C'est la transdisciplinarité de confronter ces différents regards. Bon, alors ensuite, si je parle un peu de ce que j'avais envie de ce pourquoi j'étais invité à parler initialement, parce que tu m'avais invité pour parler du progrès. Alors pour moi, le progrès, c'est pareil, ça veut rien dire. C'est vraiment... mais je ne parle... Enfin, moi, j'étudie le progrès. Ce qui m'amuse, c'est d'étudier comment le progrès... alors, je pourrais vous faire une histoire du progrès. Je tente une petite histoire du progrès. Et ce qu'on appelle l'innovation, c'est un moment dans cette longue histoire de l'idée de progrès. Et comme l'idée de progrès est en permanence critiquée et démonétisée, il faut le redynamiser en lui injectant de nouveaux mots. Et le mot innovation est une manière de réactiver le progrès auquel plus personne ne croyait dans les années 70, dans les années 80, en disant regardez, on va avoir l'innovation qui va prendre la forme du numérique. Alors d'abord l'informatisation. En plus, quand on parle d'innovation, c'est identifié en fait à des secteurs assez particuliers. Globalement, quand on parle de l'innovation aujourd'hui, c'est du numérique. On ne sait pas trop ce que ça veut dire non plus, mais voilà, l'innovation, c'est le numérique. Après l'informatisation. Et l'innovation numérique devait résoudre tous les problèmes du vieux capitalisme industriel, parce que le vieux capitalisme industriel, il était sale, polluant, hiérarchisé. Le nouveau capitalisme numérique, il va être horizontal, propre et immatériel, évidemment. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est compliqué, parce qu'on se rend compte que le nouveau capitalisme numérique innovant, horizontal, immatériel, c'est juste des tuyaux, du charbon, du pétrole, de la métallurgie lourde, sauf que on le voit moins parce que c'est les Chinois qui font ça. Ils ne se contentent de consommer les objets qui sont mis sur le marché de façon miraculeuse, parce que tout ça a été couplé à la mondialisation en même temps. Donc évidemment, parce que la mondialisation a permis de rendre invisible ou d'invisibiliser les impacts sociaux et environnementaux problématiques de l'innovation. Et c'est donc c'est ça aussi la dialectique innovation-mondialisation de la fin du XXe siècle. Alors pour revenir, le progrès. Donc pour moi, ce qu'on appelle l'innovation, et en tout cas cet imaginaire de l'innovation qui est devenu proliférant depuis 30 ans, c'est la dernière phase de cette longue histoire de cet imaginaire du progrès qui commence
au XVIIIe siècle, au XVIIe, XVIIIe siècle. Donc, qu'est-ce que c'est le progrès ? Le progrès, c'est un régime d'historicité. C'est comme ça que parle François Hartog, qui est philosophe. Un régime d'historicité, c'est-à-dire c'est quoi ? C'est une façon dont toutes les sociétés ont d'articuler le passé, le présent et le futur. Et chaque société articule le passé, le présent et le futur d'une certaine manière. On peut penser le temps comme un long déclin, on peut penser le temps comme une chute, on peut penser le temps comme quelque chose qui stagne, de stable, on peut penser le temps comme un éternel retour au point de départ, de façon cyclique. Il y a plein de manières, et chaque société dans l'histoire de l'humanité s'est représenté le temps de façon diverse et variée, avec des agencements. À partir du XVIIe, XVIIIe siècle, s'est mis en place un nouveau régime d'historicité qu'on va appeler le régime d'historicité progressiste. C'est-à-dire qu'il se représente le temps comme étant une sorte de flèche qui va du pire au mieux, ou qui va dans ce qu'on appelle le progrès, d'une situation qui va dans le sens d'une amélioration. Le progrès, vous savez, le mot progrès en latin, à l'origine, le progrès, c'était un terme qui était très peu employé, qui désignait, ça voulait dire de façon neutre le fait d'avancer. Dans le langage militaire, progresser pour l'armée, ça veut dire l'armée avance, mais pas forcément bien ou mal. Alors pour les militaires, c'était plutôt mieux si elle avançait, mais c'était plutôt l'idée assez neutre, c'était pas connoté positivement. Les choses changent à partir du XVIIe, XVIIIe siècle, je vais vraiment le faire à la hache là, avec les révolutions scientifiques, à l'époque des Lumières. Le progrès, c'est une nouvelle représentation du temps qui s'installe peu à peu, qui considère que l'avenir pourra être meilleur et l'avenir sera meilleur que le passé. Alors, dans la conception du temps, qui était par exemple très prégnante dans la théologie catholique, la question évidemment du temps se posait très différemment. C'était l'histoire d'une chute par rapport au péché originel, par exemple, même si c'était beaucoup plus subtil et divers dans la théologie catholique. Mais après, à partir de la réforme protestante, avec la révolution scientifique, avec les Lumières, l'idée que l'avenir pourra être meilleur et qu'on n'est pas enfermé dans le régime et dans le règne de la nécessité s'installe. Mais jusqu'au début, ce progrès, c'est l'idée que l'avenir sera meilleur que le passé, ne passe pas par l'innovation technique. Ça passe par le progrès des savoirs, ça passe par le doux commerce, ça passe par l'amélioration. C'est les Lumières. Les Lumières ne valorisent pas particulièrement la technique. Même chez Condorcet, qui est celui qui va fixer ce nouveau sens du progrès à la fin du XVIIIe siècle, dans le tableau des progrès de l'esprit humain, qui est le premier grand texte vraiment progressiste, de façon systématique, qui considère le progrès comme une sorte de mouvement linéaire, une flèche du temps qui avance et qui nous emporte. Et Condorcet écrit ça dans le contexte de la Révolution française, dont lui-même va être victime. Et la Révolution française contribue à ce nouveau régime d'historicité en montrant qu'on peut, par des actions humaines, renverser le règne de la nécessité politique, religieuse, qui pesait sur les sociétés anciennes. Donc ça, et c'est Kant, ce que tu évoquais, c'est-à-dire, évidemment, Kant, c'est juste avant qu'il écrit. Et le libre usage de la raison, l'idée de la critique, c'est l'idée que, par un usage libre de la raison, les individus peuvent s'émanciper des tutelles, etc. Donc on n'est plus enfermé dans une conception fixiste du temps, ou on n'est plus enfermé dans un univers ou un cadre religieux qui s'imposerait à nous. On peut faire un usage libre de la raison pour trouver les outils de l'émancipation. Donc le progrès, c'est ça au XVIIIe siècle. Et c'est ça le progrès au sens des Lumières. Je pense que ce qui est important, c'est pareil avec l'innovation en fait. Ce qui est important, c'est de voir à quel moment le sens de cette idée de progrès, donc ce nouveau régime d'historicité qui se met en place à l'âge moderne, quel moment ces significations se restreignent. De même, à quel moment, parce qu'on peut dire que l'innovation n'est pas que technique, en réalité, quand les hommes politiques, quand la plupart des acteurs économiques et politiques parlent d'innovation, ils parlent de quoi ? Ils parlent de dispositifs technologiques qui peuvent être commercialisés sur un marché pour résoudre des solutions très concrètes et des problèmes très techniques. Et donc, je pense que ce qui est important, c'est qu'il y a le progrès s'installe comme un nouveau rapport du temps, au temps, qui est d'abord partagé par les élites. Je ne suis pas sûr qu'un paysan de la fin du XVIIIe siècle partage ce nouveau régime d'historicité. Enfin, c'est complexe. Ça pose la question qu'interroge un historien aussi, c'est quand on parle de ces choses-là, de quoi on parle, de qui on parle. C'est-à-dire Kant, oui, mais voilà. Moi, je fais de l'histoire sociale. J'essaye de comprendre ce que font les ouvriers aussi. Là, tu as évoqué. Moi, j'avais bossé, par exemple, sur les briseurs de machines, sur les ouvriers. Donc, c'est intéressant. On rentre vraiment au cœur du sujet. C'est-à-dire qu'on pourrait dire que c'était des ouvriers qui refusaient l'innovation, qui refusaient le progrès, qui refusaient la technique. J'avais étudié le mouvement qu'on appelle le mouvement luddite
au début du 19e siècle. C'est-à-dire, en gros, dans la première moitié du 19e siècle, dans la première phase de l'industrialisation, l'arrivée de nouvelles machines présentées, non pas comme des innovations, parce que le mot n'existe pas vraiment, mais comme des inventions qui vont révolutionner le système productif pour apporter le plus de richesse aux sociétés. Et je pense que d'ailleurs, quand les hommes du 19e siècle parlent d'invention, ils pensent innovation. Enfin, ils emploient le mot invention comme on emploie aujourd'hui le mot innovation. C'est-à-dire une invention, ils le pensent aussi avec l'application, la mise sur le marché. L'invention, c'est pas juste le dispositif qui reste dans les cartons c'est pas juste le brevet d'invention qui reste dans le carton, c'est aussi la phase d'application. Mais d'une certaine manière, en gros, avec la théorie économique du XXe siècle, on va préciser ce concept qui était un peu flou d'invention en le distinguant. Et donc l'innovation va être introduite pour préciser ce qu'on appelait invention, en distinguant dans le processus d'installation de nouvelles infrastructures, de nouveaux équipements dans la société, différentes étapes, différentes phases. Je pense que ça serait c'est assez important. Bon, en gros, donc au début du XIXe siècle, c'est pas que les gens sont contre le progrès ou sont contre l'innovation, c'est juste qu'ils ne partagent pas cette idée que l'introduction d'une nouvelle machine est nécessairement bénéfique, est nécessairement un progrès. Ça n'a aucun sens, je pense, pour eux. Et d'ailleurs, pour ces ouvriers qui brisaient les machines, n'étaient pas contre le progrès, parce que le progrès, ça veut rien dire. Le progrès, c'est une grosse catégorie métaphysique. Ils se étaient contre un dispositif qui risquait de diminuer leurs revenus, qui remettait en cause leur travail dans la communauté dans laquelle ils étaient, qui risquait de standardiser leur travail, tout ce qu'on veut. Mais en étant contre ces machines, ils n'étaient pas contre les machines ou la technique en général, ils étaient pour d'autres machines, dont ils étaient eux-mêmes les promoteurs et les inventeurs. Parce que ce qu'il faut bien voir, c'est que la technique, jusqu'au 19e siècle, la technique, elle était engrammée dans le social. C'est-à-dire que l'innovation, elle existait, mais il n'y avait pas des gens qui voulaient s'approprier l'innovation. L'innovation, elle était produite à l'intérieur même des communautés de travail, en fait. C'est-à-dire que l'innovation, il y en a eu plein. Hein. Les roues hydrauliques ont passé d'être perfectionnées, la façon de produire plein de marchandises. C'est-à-dire que les gens, au début du 19e siècle, ce n'étaient pas des barbares qui vivaient dans des grottes. Hein. Ils s'habillaient, ils se chauffaient, ils répondaient à leurs besoins de plein de manières. Alors évidemment, ils n'avaient pas de smartphone et on a passé un cap. C'est ça qui est intéressant. C'est comment s'est fait la bifurcation, le basculement. Donc au début du 19e siècle, moi je pense que ce qui est très important, et là ça rejoint un peu ta réflexion, la notion de critique, je pense, elle est consubstantielle à l'innovation. C'est-à-dire que l'introduction, la critique, c'est un des éléments du processus d'innovation. C'est-à-dire que l'innovation, c'est pas juste un gars qui a une idée géniale et qui veut l'imposer aux autres. L'innovation, c'est le résultat de boucles de rétroaction entre des intérêts, des acteurs opposés, contradictoires. Et ce qu'on appelle in fine innovation, c'est le résultat de ça. Et en tout cas, pour moi, les ouvriers qui brisent les machines ne sont pas des gens qui sont contre l'innovation, enfin, qui sont contre le progrès, qui sont contre la technique. C'est des gens qui négocient les équipements en fonction des besoins sociaux, des contextes d'utilisation, etc. Et c'était très largement compris, en fait, dans les sociétés anciennes. C'est pour ça que parfois on dit que c'est des sociétés qui étaient contre l'innovation. Non, c'était des sociétés dans lesquelles la prudence l'emportait sur le culte de la rupture, parce que c'était des sociétés qui étaient marquées par une très forte contrainte, par des situations écologiques, environnementales et sociales très contraintes. Donc il s'agissait d'adopter des changements avec prudence. Donc on pourrait, si on voulait, renvoyer ça à une sorte d'éthique, de philosophie de la prudence contre une philosophie de l'imprudence ou de l'hubris, quoi. On pourrait reprendre ça dans ces catégories-là. Et donc il y a des négociations socio-techniques qui sont moins un refus du progrès, qui sont une évaluation de qu'est-ce qui est utile, bénéfique pour répondre à telle ou telle chose. Moi, je peux vous citer plein de machines qui étaient considérées comme miraculeuses, des innovations, mais à commencer par les machines à vapeur, dont les gens ne voulaient pas. Mais ils n'en voulaient pas, ça ne marchait pas. Il ne faut jamais oublier ça. C'est-à-dire que la plupart des machines présentées a posteriori comme des innovations miraculeuses, ça ne marchait pas. Les machines à vapeur de James Watt, la machine à vapeur, à l'origine de la révolution industrielle, la première innovation de rupture qui dessine la généalogie des innovations de rupture jusqu'à Bill Gates. Les machines à vapeur, ça ne marchait pas. Ça explosait, le rendement énergétique était pourri, ça émettait des fumées qui provoquaient plein de plaintes, ça coûtait extrêmement cher, il valait bien mieux utiliser une roue hydraulique, et refuser la machine à vapeur, c'était pas nécessairement être contre l'innovation, c'était que dans le contexte de l'époque, ça ne marchait pas. Et le discours publicitaire de James Watt disant qu'il fallait installer la machine à vapeur, parce que James Watt est le premier à effectivement promouvoir un discours qu'on pourrait appeler un discours de l'innovation en quelque sorte. Et la machine à vapeur, c'est pas anodin, j'emploie cet exemple de la machine à vapeur.
Parce que la machine à vapeur, c'est la première innovation de rupture qui va être présente, qui va être au cœur de la théorie économique qui s'invente au début du 19e siècle. Et ça, c'est là aussi le grand basculement entre le fin du 18e et le début du 19e, c'est que chez les économistes du 18e siècle ne s'intéressent pas à l'innovation technique. Il n'y a pas d'innovation technique chez Adam Smith. Ce qui va permettre la richesse des nations, c'est la division du travail. C'est Jean-Baptiste Say et un certain nombre d'économistes classiques en Angleterre dans les années 1820-1830, au moment où les ouvriers détruisent des machines, qui commencent à expliquer pourquoi on ne doit pas critiquer l'innovation technique et introduisent l'innovation technique avec le marché comme les deux piliers du nouveau modèle économique à inventer pour créer de la richesse. Et alors ce qui est très intéressant d'ailleurs, c'est que Jean-Baptiste Say répond aux ouvriers. Imagine Philippe Aghion qui publie un traité d'économie politique aujourd'hui pour répondre aux chauffeurs de taxi qui gueulent contre Uber. Non mais je plaisante, mais Jean-Baptiste Say, dans sa première édition de son traité d'économie politique, il y a un chapitre qui s'appelle « Des machines », qui est un texte fascinant, parce que c'est vraiment la première théorie de l'innovation. La théorie économique, avant Schumpeter, mais il dit déjà la même chose. Dans son livre, dans son chapitre « Des machines » de son traité d'économie politique, il explique pourquoi l'innovation est nécessairement bénéfique, et il répond aux ouvriers, notamment aux ouvriers du textile qui ont incendié des machines à filer. Lui-même avait des intérêts dans l'industrie textile et avait vu des ouvriers qui s'opposaient. Et donc c'est là par exemple qu'il invente la théorie du déversement, que Jean-Philippe Aghion utilise. C'est exactement la même théorie pour discuter de la robotisation, de l'intelligence artificielle. C'est quoi? Vous avez une innovation technique qui risque de bouleverser le marché du travail. Donc les gens gueulent parce qu'ils ne sont pas contents, ça va créer du chômage, de l'emploi, etc. Mais les gens sont bêtes, ils n'ont pas compris que le marché va s'autoréguler, que tout va bien se passer, parce que en introduisant une machine dans un secteur, ça va accroître la productivité du travail, donc accroître la richesse globalement produite, ce qui va permettre de développer des activités dans un autre secteur. Donc les ouvriers qui auront perdu leur travail dans une branche d'activité par l'innovation seront déversés dans un autre secteur d'activité. C'est ce qu'on appelle la théorie du déversement. C'est pour ça qu'il n'y a jamais de problème social lié à l'innovation technique, il n'y a qu'un problème d'adaptation. Et Jean-Baptiste Say le dit dès 1802. Ce qu'il faut, c'est des politiques de formation pour adapter la main-d'œuvre aux nouvelles situations du marché du travail et un peu de politique sociale pour aider à la transition, puisqu'effectivement, il y a des transitions qui peuvent être douloureuses pour certains acteurs ou groupes sociaux. Ce qui me fascine, c'est que, et là, on est au début du XIXe siècle, et la théorie économique de justification de l'innovation technique est en place et devient déjà une des matrices de la théorie économique. Bon, et pourquoi je dis ça? C'est que, en fait, ce qui va se passer, c'est que dans la première moitié du XIXe siècle, le progrès va être ramené peu à peu au progrès technique, en fait. C'est ça le cœur du problème. C'est-à-dire qu'au XVIIIe siècle, le progrès, c'était l'amélioration des mœurs, des savoirs, des sciences, des connaissances, de la paix entre les peuples, etc. On parlait très peu de machines. Les philosophes des Lumières ne parlent pas de machines, ils s'en foutent complètement. Enfin, je ne sais pas si vous avez vu une innovation technique chez Rousseau. Alors, on pourrait parler de Rousseau sur ce sujet. Par contre, dans la première moitié du XIXe siècle, avec l'industrialisation, il va y avoir un renfermement de l'idée de progrès de plus en plus sur la sphère de la production. Et c'est ça. Et alors, le progrès évolue au XIXe siècle dans un double sens, comme rattaché aux techniques. Mais alors, il y aurait plein de choses à dire, parce que ce qu'on appelle technique aussi, c'est un mot qui est au moins aussi complexe que le mot innovation. Le mot technique était très peu employé. Bon, je ne me lance pas là-dedans, parce qu'il faudrait aussi faire l'histoire du mot technique, du mot technologie, qui ont des histoires et des usages très complexes. Bon, en tout cas, dans la première moitié du XIXe siècle, parallèlement au capitalisme industriel, à l'invention de la science économique et de l'institutionnalisation de la science des ingénieurs. La science des ingénieurs, c'est les spécialistes de la technique. Les économistes, c'est ceux qui vont expliquer le rôle de l'innovation technique pour le progrès des sociétés et qui vont invisibiliser notamment tous les effets pervers, négatifs de ces bouleversements techniques au nom d'un modèle économique un peu qui abstrait la relation que les sociétés ont avec les ressources et avec la nature grâce à la confiance dans le marché et dans l'innovation. Donc se crée une sorte de théodicée du progrès technique et de l'innovation qui va devenir un fatalisme au XIXe siècle. Et c'est ça dont le XXe siècle va hériter. C'est l'idée que la technique est neutre, que le progrès technique est inéluctable, il y a une sorte de force, c'est la fameuse métaphore de la locomotive. Le progrès technique, c'est comme une locomotive, essayez de vous mettre devant, vous allez vous faire écraser. Donc ce qu'il faut, c'est s'adapter. Et ça, c'est un point qui va se refermer, qui est très important à mon avis, c'est que c'est l'idée de la neutralité. Donc tu en reparleras quand tu parleras de Jacques Ellul et toutes ces choses-là. C'est l'idée de la neutralité de la technique, qui est une idée très étrange, qui naît à un moment très particulier. Ça ne veut rien dire si on réfléchit bien. Une technique n'est pas neutre. Une technique produit des formes sociales, produit des types de relations entre une société et le monde naturel. Une technique n'est jamais neutre.
Un autre philosophe hyper intéressant sur tout ça, c'est Langdon Wiener, La baleine et le réacteur, qui a écrit un article classique que j'adore, qui s'appelle « Les artefacts font-ils de la politique ?», qui est une réflexion justement sur cette dimension. Et je pense que pour les acteurs du début du XIXe siècle, c'était une évidence. C'est-à-dire que la technique n'est pas neutre, elle a des effets sociaux, elle donne l'avantage à un certain nombre d'acteurs aux dépens des autres, elle rompt les relations communautaires, elle surexploite certaines ressources par rapport à d'autres, etc. Donc la question, c'est la question d'un arbitrage entre des intérêts en concurrence dans la société. L'idée que la technique est neutre va émerger, on peut le dater, je pense assez précisément, entre les années 1830 et les années 1860, et ça va refermer le débat sur la technique. Ce que j'appelle dans la première moitié du XIXe siècle la question des machines. Parce qu'à l'époque, on ne parle pas d'innovation, on ne parle même pas de technique. C'est le mot machine qui est le mot omniprésent. Hein. Jean-Baptiste Say, il ne fait pas un chapitre, c'est la théorie de l'innovation. Il écrit un livre sur la question des machines. Mais en fait, c'est le même mot. Le mot machine est devenu un peu vieillot au XXe siècle, donc on a parlé, il y a tout un langage, ça désigne un peu la même chose. Dans les années 1830, c'est les premières machines automatisées, actionnées par un moteur extérieur pour produire de façon en série des biens manufacturés. Donc évidemment, les processus se sont considérablement améliorés, etc. Pourquoi je dis ça ? Oui, entre 1830 et 1850, le progrès va se resserrer sur sa dimension technique et la technique va être exclue de l'arène du débat politique. On va cesser de considérer que la technique est politique, ou ce qu'on appelle technique est politique, c'est-à-dire les choix d'équipement, d'infrastructure, d'organisation du travail est politique, parce que, d'une part, les économistes vont expliquer, parce que la technique va se complexifier et va être prise en charge par des groupes de spécialistes. C'est l'époque de la spécialisation des tâches, avec l'émergence des ingénieurs, notamment, qui vont devenir les experts de la technique. Et, alors, là je pourrais parler longuement, comment les grandes idéologies du XIXe siècle vont refermer le débat sur la technique. Je prends juste 3 exemples. Au milieu du XIXe siècle, en gros, il y a 3 grandes idéologies, les 3 grandes idéologies de la modernité et de l'émancipation qui se structurent. C'est, on va dire, je vais un peu à l'âge, mais le libéralisme, le socialisme et la démocratie politique moderne. Or, ces trois pensées politiques modernes vont mettre à l'écart la technique et les débats sur la technique. Et ça, c'est assez intéressant. Comment elles font pour mettre à l'écart les débats sur la technique ? Le libéralisme, donc c'est les économistes, considèrent qu'il n'y a pas de question de la technique, il y a juste une question de marché. S'il y a un problème avec la technique, c'est juste que le marché n'est pas assez fluide ou c'est parce que le marché est perturbé. Libéraliser le marché et on obtiendra le maximum de potentiel du développement technique. Donc c'est la confiance dans le marché. Et ça, c'est les économistes libéraux depuis 150 ans. Voilà. S'il y a un problème avec la technique, c'est juste que le marché est perturbé par des corporations, des rigidités, des trucs comme ça. Fluidifier le marché, on aura le maximum. Ça va évoluer, sera agencé, prendre des formes différentes, mais l'économie politique de la première moitié du XIXe siècle, ce que Jean-Baptiste Say, c'est ça qu'ils disent, quoi. Deuxième grande idéologie moderne, c'est le socialisme, qui apparaît dans les années 1830 comme une théorie économique qui s'oppose au libéralisme en considérant mais votre théorie du marché et de l'individu atomisé, ça ne marche pas. Ce qu'il faut, c'est reconstituer du lien social. Le socialisme, c'est ça. C'est reconstituer, après l'atomisation post-révolutionnaire, des rapports sociaux. Et alors, les socialistes vont dire ce qu'il faut, c'est collectiviser ou socialiser la technique. Donc il n'y a pas de problème de la technique, ce qu'il faut, c'est juste penser les formes de la propriété de la technique. Si la technique n'est plus la propriété des capitalistes, mais est mise en commun, ça sera le communisme, la technique permettra de devenir bénéfique au plus grand nombre. Les premiers communistes des années 1830-40 le disent très explicitement. C'est-à-dire que les machines ne sont problématiques que parce qu'elles sont aux mains des élites féodalo-industrielles. Les fourriéristes, les premiers communistes icariens disent tous, il suffit de renverser la propriété privée et il n'y aura plus de problème des machines. Troisième idéologie, la démocratie politique libérale et le suffrage universel. Moi, j'ai des pétitions d'ouvriers en 1848 qui demandent qu'on interdise telle ou telle innovation technique parce que dans un contexte de crise économique au milieu du XIXe siècle, ces innovations sont considérées comme néfastes. Il y a même des pétitions d'ouvriers qui disent c'est pas parce qu'une machine elle est ingénieuse et bien foutue qu'on doit l'utiliser. Et ils proposent de les mettre au musée des arts et métiers. En disant, on les ressortira éventuellement quand la conjoncture sera meilleure ou si on en a besoin, là, c'est pas la peine. Dans une théorie économique, les économistes disent, on ne peut pas faire ça, puisque comme le marché est libre, si on interdit une machine dans un pays ou si on régule une innovation dans un pays, comme le voisin va l'utiliser, ça va faire une distorsion de concurrence et de toute façon, donc c'est une manière d'imposer
l'innovation comme inéluctable parce qu'au nom de la concurrence et de la compétition de l'époque. D'ailleurs, il y a même une pétition d'ouvriers alsaciens de 1848 qui, dans ce cas-là, qui répond aux économistes en disant ce qu'il faudrait, c'est un congrès européen pour délibérer sur l'introduction des machines. Et donc il faudrait se situer à l'échelle européenne pour éviter ces distorsions de concurrence qui était l'argument principal des économistes pour dire on ne peut pas réguler les machines et le changement technique puisque, au nom du libre marché qui est la condition de l'accroissement de la richesse, si vous régulez, vous vous appauvirisserez. Les républicains, donc les républicains en 1948, au XIXe siècle, les monarchies ne disparaissent pas. Il n'y a jamais eu autant de monarchies autoritaires qu'au XIXe siècle. En tout cas, en France, la République commence à émerger doucement. C'est la Deuxième République qui va échouer en 1951 avec la mise en place du Second Empire. Mais puis finalement, la République se stabilisera très tardivement à la fin du XIXe siècle, dans les années 80. Mais bon, 1948, au moins, c'est une révolution importante parce que c'est elle qui donne le droit de vote, le suffrage universel masculin pour la première fois et qui abolit l'esclavage. Les républicains disent quoi? Il y a un problème avec les techniques uniquement parce que le pouvoir est inégalement distribué. Donner le droit de vote à tout le monde, il n'y aura plus de problème des techniques parce que tous les intérêts sociaux seront représentés dans les institutions représentatives et donc les machines ne cesseront d'être néfastes aux ouvriers. Donc eux, leur solution, c'est une solution institutionnelle, disant il faut que tous les intérêts, tous les groupes sociaux soient représentés dans l'arène politique. Donc tout ça, bon, pour le dire, je le dis un peu brutalement, mais ça veut dire qu'au milieu du XIXe siècle, au croisement de donc le progrès démocratique libéral, le progrès par le libéralisme, le progrès par le socialisme, c'est-à-dire la réinvention de nouvelles formes de rapports sociaux, le point commun de ces trois idéologies qui sont en conflit, qui vont structurer les conflits politiques de la modernité, c'est que le point commun de ces trois idéologies, c'est qu'ils dépolitisent la technique. Et ils font de la technique un fatalisme. Ce qu'il faut, c'est... Vous voyez ce que je veux dire? Et je pense que ça, c'est assez fondamental pour comprendre comment se cristallise et se referme en fait la réflexion sur la technique, qui cesse du coup. Donc c'est une manière de refermer la critique, qui était extrêmement présente dans la première moitié du XIXe siècle. C'est-à-dire tout le monde s'interrogeait, qu'est-ce que c'est ces grosses machines, tous les problèmes que ça pose. Et la critique est refermée par cette espèce de consensus qu'on pourrait dire modernisateur, articulé à la confiance nouvelle dans la technique, qu'on pourrait appeler aussi innovation, qui devient le moteur de tous les autres progrès. Et ça, en gros, c'est là-dessus qu'on va fonctionner pendant 150 ans. C'est-à-dire ce cadrage modernisateur qui dépolitise la question de la technique en l'excluant, en faisant une affaire de spécialiste et en la renvoyant. Et c'est ça la neutralité. La technique est neutre, ce qu'il faut, c'est modifier les formes institutionnelles de son usage, de son utilisation ou les conditions dans lesquelles elle est employée. Mais non, c'est-à-dire que la technique en elle-même, dans ses dispositifs, dans ses agencements matériels, a des effets sur le monde physique, réel, sur l'écologie. Donc elle n'a rien de neutre à aucun moment. Faire le choix d'une technique par rapport à une autre, c'est pas... mais cette question, elle a été invisibilisée. Alors jamais complètement, et c'est là, bon, je terminerai là-dessus, mais c'est là qu'on retrouve l'action de la critique. C'est que d'une certaine manière, donc je pense que la question de la critique, si on reste sur l'action de la technique, la question de la critique de la technique se pose véritablement à partir du moment où ce qu'on appelle technique acquiert une forme d'autonomie. Avant, ça avait peu de sens en fait de critiquer la technique parce que la technique n'existait pas. N'oubliez pas, au XVIIIe siècle, il n'y a pas de technique. Il y a les arts et métiers. Le mot technique n'existe pas. Quand vous ouvrez un dictionnaire, le mot existe, mais il est très peu employé. Quand vous ouvrez un dictionnaire à la veille de la Révolution au mot technique, vous trouvez l'art de se remémorer un poème. La technique, c'est l'habileté à faire quelque chose. Ça ne renvoie pas du tout à la sphère de la production. Ce qu'on appelle technique aujourd'hui, au XVIIIe siècle, on appelle ça les arts et métiers. C'est l'habileté, c'est des arts et métiers, des artisans qui fabriquent des choses diverses et variées, mais ce n'est pas unifié dans un néologisme cohérent. Tout ça, ce néologisme surgit au XVIIIe siècle. Ce que je veux dire, c'est qu'avant le XIXe siècle, la critique de la technique a peu de sens, parce que la technique est inscrite dans les mondes sociaux de façon... et il n'y a pas de séparation vraiment entre technique et société. Du coup, c'est pas qu'on critique, on ne tient pas de discours générique sur la technique ou sur sa critique. À partir du milieu du XIXe siècle, la technique commence à advenir comme discours, comme imaginaire, avec sa propre autonomie et avec ses théoriciens qui l'installent dans les consciences, qui la justifient, qui la défendent. Et depuis 150 ans, et je terminerai vraiment là-dessus, je vous promets, depuis 150 ans, en fait, on alterne entre des phases, je pense que c'est ça le truc, parce qu'en fait, j'ai écrit un autre bouquin qui s'appelle Technocritique, c'est ça sans doute qui est plus au cœur de nos préoccupations. On acquiert entre des phases que j'appelle des phases technocritiques, c'est-à-dire on ouvre la boîte noire de la technique en faisant un objet politique, en interrogeant ses enjeux,
suivi de phases de cadrage modernisateur où on referme la boîte noire de la technique, où on réinjecte une dose de promesses. Et donc, en gros, bon, alors on pourrait faire toute l'histoire. Dans les années 1930, il y a un moment très technocritique qui est recadré après la Seconde Guerre mondiale et pendant les 30 Glorieuses. Les années 70, c'est un moment très technocritique. Et c'est le moment où il y a tous les penseurs de la technique qui surgissent. Les années 80-90 sont un moment de recadrage modernisateur, et c'est là que l'innovation surgit et devient le nouveau langage de cette nouvelle phase de cadrage modernisatrice de la fin du XXe siècle. Et depuis une dizaine d'années, on est rentré dans un nouveau moment technocritique, de façon assez logique, puisque les promesses de l'innovation débridée des années 80-90 s'effondrent lamentablement. Les contradictions se révèlent de tous les côtés, la question écologique, les problèmes environnementaux de tous les côtés, qui sont fondamentalement des problèmes techniques. Qu'est-ce que c'est les problèmes écologiques? C'est juste la façon dont s'organisent les flux de matière. Qu'est-ce que c'est la technique? C'est la façon avec laquelle on agence et on organise les flux de matière. Un téléphone portable, c'est juste de la matière qui a été extraite quelque part, agencée de façon habile pour répondre à un besoin plus ou moins construit afin de communiquer, de regarder des vidéos, etc. C'est ça. Avec un des... Bon. Et donc, et aujourd'hui, on rouvre le monde technocritique. Et du coup, très pertinent de faire un séminaire sur la critique de l'innovation dans ce contexte-là. Parce qu'on est, je pense, à la fin, ça fait déjà 10 ans, on est à la fin de ce cadrage modernisateur extrêmement puissant des années 80, 90, 2000, qui fait que même encore au début du XXe siècle, on était persuadé que la révolution numérique allait régler tous nos problèmes dans tous les domaines. Sauf que depuis 10 ans, on se rend compte que ce qu'on appelle révolution numérique crée autant de problèmes qu'elle n'en résout. Du coup, les apories de l'innovation surgissent. Et on est dans ce moment paradoxal où l'innovation n'a jamais été autant utilisée partout pour essayer de relancer le progrès qui innove. Et en même temps, plus personne n'y croit et la critique surgit de tous les côtés. Et dans une sorte de quasi-guerre culturelle assez complexe et embrouillée. D'où la nécessité, évidemment, de désembrouiller tout ça avec un séminaire du Collège international de philosophie sur la philosophie de l'innovation. Bon, voilà 2-3 trucs que je voulais vous dire, mais c'était pas facile en 1 heure de déplier des choses si complexes. Merci beaucoup. Merci infiniment. Évidemment, je vois plein de choses aussi à dire, mais je vais peut-être laisser la parole s'il y a une ou deux questions. Il nous reste 5 minutes. On va devoir quitter les lieux si quelqu'un veut prendre la parole. Merci beaucoup pour ce bel exposé, ce très bel exposé. C'est-à-dire ce cadrage modernisateur qui dépolitise la question de la technique en l'excluant, en faisant une affaire de spécialiste et en la renvoyant. Et c'est ça la neutralité. La technique est neutre, ce qu'il faut c'est modifier les formes institutionnelles de son usage, de son utilisation ou les conditions dans lesquelles elle est employée. Mais non, c'est-à-dire que la technique en elle-même, dans ses dispositifs, dans ses agencements matériels, a des effets sur le monde physique, réel, sur l'écologie. Donc elle n'a rien de neutre à aucun moment. Faire le choix d'une technique par rapport à une autre, c'est pas... Mais cette question, elle a été invisibilisée. Alors jamais complètement, et c'est là, je terminerai là-dessus, mais c'est là qu'on retrouve l'action de la critique. C'est que d'une certaine manière... Donc je pense que la question de la critique, si on reste sur l'action de la technique, la question de la critique de la technique se pose véritablement à partir du moment où ce qu'on appelle technique acquiert une forme d'autonomie. Avant, ça avait peu de sens en fait de critiquer la technique parce que la technique n'existait pas. N'oubliez pas, au XVIIIe siècle, il n'y a pas de technique. Il y a les arts et métiers. Le mot technique n'existe pas. Quand vous ouvrez un dictionnaire, le mot existe, mais il est très peu employé. Quand vous ouvrez un dictionnaire à la veille de la Révolution au mot technique, vous trouvez l'art de se remémorer un poème. La technique, c'est l'habileté à faire quelque chose. Ça ne renvoie pas du tout à la sphère de la production. Ce qu'on appelle technique aujourd'hui, au XVIIIe siècle, on appelle ça les arts et métiers. C'est l'habileté, c'est des arts et métiers, des artisans qui fabriquent des choses diverses et variées, mais ce n'est pas unifié dans un néologisme cohérent. Tout ça, ce néologisme surgit au XIXe siècle. Ce que je veux dire, c'est qu'avant le XIXe siècle, la critique de la technique a peu de sens, parce que la technique est inscrite dans les mondes sociaux de façon... et il n'y a pas de séparation vraiment entre technique et société. Du coup, c'est pas qu'on critique, on ne tient pas de discours générique sur la technique ou sur sa critique. À partir du milieu du XIXe siècle, la technique commence à advenir comme discours, comme imaginaire, avec sa propre autonomie et avec ses théoriciens qui l'installent dans les consciences, qui la justifient, qui la défendent. Et depuis 150 ans, et je terminerai vraiment là-dessus, je vous promets, depuis 150 ans, en fait, on alterne entre des phases, je pense que c'est ça le truc, parce qu'en fait, j'ai écrit un autre bouquin qui s'appelle Technocritique, c'est ça sans doute qui est plus au cœur de nos préoccupations. On acquiert entre des phases que j'appelle des phases technocritiques,
C'est-à-dire on ouvre la boîte noire de la technique en faisant un objet politique, en interrogeant ses enjeux, suivi de phases de cadrage modernisateur où on referme la boîte noire de la technique, où on réinjecte une dose de promesses. Et donc, en gros, bon, alors on pourrait faire toute l'histoire. Dans les années 1930, il y a un moment très technocritique qui est recadré après la Seconde Guerre mondiale et pendant les 30 Glorieuses. Les années 70, c'est un moment très technocritique. Et c'est le moment où il y a tous les penseurs de la technique qui surgissent. Les années 80-90 sont un moment de recadrage modernisateur, et c'est là que l'innovation surgit et devient le nouveau langage de cette nouvelle phase de cadrage modernisatrice de la fin du XXe siècle. Et depuis une dizaine d'années, on est rentré dans un nouveau moment technocritique, de façon assez logique, puisque les promesses de l'innovation débridée des années 80-90 s'effondrent lamentablement. Les contradictions se révèlent de tous les côtés, la question écologique, les problèmes environnementaux de tous les côtés, qui sont fondamentalement des problèmes techniques. Qu'est-ce que c'est les problèmes écologiques? C'est juste la façon dont s'organisent les flux de matière. Qu'est-ce que c'est la technique? C'est la façon avec laquelle on agence et on organise les flux de matière. Un téléphone portable, c'est juste de la matière qui a été extraite quelque part, agencée de façon habile pour répondre à un besoin plus ou moins construit afin de communiquer, de regarder des vidéos, etc. C'est ça. Avec un bon. Et donc, et aujourd'hui, on rouvre le monde technocritique. Et du coup, très pertinent de faire un séminaire sur la critique de l'innovation dans ce contexte-là. Parce qu'on est, je pense, à la fin, ça fait déjà 10 ans, on est à la fin de ce cadrage modernisateur extrêmement puissant des années 80, 90, 2000, qui fait que même encore au début du XXe siècle, on était persuadé que la révolution numérique allait régler tous nos problèmes dans tous les domaines. Sauf que depuis 10 ans, on se rend compte que ce qu'on appelle révolution numérique crée autant de problèmes qu'elle n'en résout. Du coup, les apories de l'innovation surgissent. Et on est dans ce moment paradoxal où l'innovation n'a jamais été autant utilisée partout pour essayer de relancer le progrès qui innove. Et en même temps, plus personne n'y croit et la critique surgit de tous les côtés. Et dans une sorte de quasi-guerre culturelle assez complexe et embrouillée. D'où la nécessité, évidemment, de désembrouiller tout ça avec un séminaire du Collège international de philosophie sur la philosophie de l'innovation. Bon, voilà 2-3 trucs que je voulais vous dire, mais c'était pas facile en 1 heure de déplier des choses si complexes. Merci beaucoup. Merci infiniment. Évidemment, je vois plein de choses aussi à dire, mais je vais peut-être laisser la parole s'il y a une ou deux questions. Il nous reste 5 minutes. On va devoir quitter les lieux si quelqu'un veut prendre la parole. Merci beaucoup pour ce bel exposé.